Toutes. Je vois certains participants. Bonjour Babacar, bonjour Isaac, Roclem, Royal, Valère, Sylvie. Bonjour à tous. Donc, comme j'expliquais à Nelly, potentiellement, j'aurai des petits problèmes de connexion. J'espère que ça ne se verra pas trop. Et si jamais, voilà, Nelly, c'est Nelly qui anime la masterclass et tout devrait bien se passer. Mais on croise les doigts. La connexion au Bénin et à Lagos, on croise les doigts pour que ça tienne. Nelly, ce que je vais C'est faire en ça. attendant voilà, que les gens nous rejoignent au fur et à mesure, je vais partager mon écran. On le fait souvent, hein. Je vais partager mon OK. écran pour qu'on monte un petit peu les statistiques de participation. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois mon écran là maintenant? Oui. Et si jamais le problème de connexion perdu, je vais juste couper ma vidéo. Comme ça, au moins, on sait qu'on est safe. OK. 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 Voilà, je partage mon écran. Voilà. Donc, en attendant que la communauté nous rejoigne au fur et à mesure, bonjour à ceux qui sont déjà là. On va juste passer en revue quelques chiffres en termes de participation. On aimerait bien que Nelly nous aide à décrypter un petit peu ces chiffres. Donc, comme je disais, pour cette masterclass hein, qui est très intéressante, on a 200 personnes qui sont inscrites sur cette thématique-là. Et ces personnes-là, on a vu qu'il y a 59% d'hommes, 41% de femmes. Hier, quand j'ai vu ça avec l'équipe, j'étais un peu surprise parce que c'est Hmm. quasiment la même répartition qu'on a fait la semaine dernière pour le marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest. Et c'était, je disais à Leïla Richard que c'était notre plus fort taux de participation féminin depuis le début des masterclass. On n'a jamais eu 41% de femmes. Et moi, je pensais que sur ta thématique à toi, on aurait même plus que de femmes. Donc, Plus de voilà, femmes. Oui. pense toi, par rapport à ta cible, à ton audience d'habitude. Bah, c'est quand même curieux qu'on ait plus d'hommes. J'aurais imaginé pareil, plus de femmes. Je pense que c'est peut-être aussi lié à la communauté entourage, tout Oui. simplement. Ouais. Je me disais hier, est-ce que peut-être que dans les ICC, côté Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est pas parce qu'il y a plus d'artisans et donc plus de... Hmm. C'était une hypothèse, mais on n'était pas sûr. Bah, possible. Mais je pense que c'est peut-être plus lié à l'audience, en fait, de entourage. Ok. Parce que peut-être l'audience entourage, ce sont des entrepreneurs qui sont un peu plus connectés que les femmes, qui ne vont pas naturellement, je ne sais pas, vers entourage, hein, parce qu'il faut peut-être comparer les stats des fréquentations de vos sites, de ceux qui prennent des coachings. Voilà. Est-ce que c'est plus les hommes ou est-ce que ce sont plus les femmes? Donc, Là, on espère 55% qu'on femmes va inscrites. réussir à féminiser, quoi. Mm. Ouais. Au fur et à mesure, on réussira à féminiser, tout à fait. En termes de secteur, bon, pas trop étonné sur ça, hein. D'abord, ça a été les gens qui travaillent dans les ICC, logiquement, suivi de Oui, près par le marketing com, pareil, et ensuite oui. les concours et services professionnels. Ouais. D'accord, ok, ok. Le... Alors, les ICC en premier, maintenant, en fait, c'est ce que... Alors, maintenant, quand on dit les ICC, c'est vrai que c'est assez large. Mhm. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir d'échanger avec, de voir avec l'audience, peut-être de faire un petit sondage hein, pendant notre masterclass de ce matin en demandant voilà, qui vient du secteur de tout ce qui est Tout à art fait. vivant, art du spectacle, ceux qui viennent peut-être de l'audiovisuel, ceux qui viennent plus de la mode, du design, de l'artisanat, pour savoir vraiment de quelle partie des ICC, dans quel secteur et quelle filière des ICC nos participants viennent en fait. Ouais. Bien, on va faire un sondage en temps réel, ça marche. En termes de nombre d'années d'expérience, pas grande surprise, hein, sur toute notre masterclass, c'est toujours la Oui. cible 5 ans qui sont représentés en force. Bon, ta lecture des choses par rapport à cela, tu dirais quoi? Sur cette prédominance. Alors, redis-moi par rapport à... Nombre d'années d'expérience. D'accord, là on est sur quoi comme nombre d'années Ah, 5 ans. d'expérience? Oui, oui. Bah, ça, peut-être ça prouve aussi que ceux qui sont en transition sont ceux-là, non? Si on a une grande majorité de ceux qui sont voilà, des jeunes, peut-être en phase de transition dans leur carrière et qui n'ont pas Oui, encore trouvé leur filière et qui sont encore en train de réfléchir, est-ce que je veux vraiment rester dans ce secteur? Est-ce que je veux passer à un autre secteur? tout Peut-être à qu'ils fait. aussi sont plus connectés que les autres, parce que bon, après, c'est C'est peut-être ça. générationnel aussi, Ouais, c'est ce je qu'on ne s'est sais dit pas. avec les Ouais, précédents experts, parce que ça a toujours été les 1 5 ans suivis des 6 à 10 ans qui sont ouais, représentés.
Et nous, on vous accueille, hein. Merci à vous d'être là parce que tout ce qu'on fait tous les samedis, quasiment tous les samedis, hein, depuis 2 mois, depuis 2, 3 mois maintenant, on est en ligne tous les samedis à démocratiser l'accès à la connaissance et à l'expertise africaine. Et c'est pour vous, hein, justement. Donc, on est très content que vous nous rejoignez toujours autant. Et enfin, Nelly, en termes de localisation, sur cette thématique de masterclass, on a eu une plus forte présence diaspora cette fois-ci. On a quasiment 17% diaspora, alors que d'habitude, on tourne autour de 10% diaspora versus Mhm. 80% Afrique. Bah, alors, en tout cas, les sujets des ICC, c'est un sujet qui est souvent aussi porté par les diasporas. C'est quand on le voit très bien sur ceux qui créent les marques, sont souvent de la diaspora. Après, ils s'appuient sur des Mm, savoir-faire locaux, sur des ateliers locaux. Mais je pense que c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. ouais, ouais, c'est la bonne nouvelle, ouais. Ouais, ouais. Intéressant. Et ensuite, en termes de profil, hein, 70% des gens qui sont présents sont venus, ce sont des entrepreneurs. Et tu as Hmm, voilà, 15% qui sont là pour avoir des insights sectoriels sur le secteur même de l'ICC. d'accord, ok, Voilà ok, pour les statistiques sur les participants. Donc, c'est très intéressant. On a reçu 40 questions environ, qu'on a compilé en une dizaine de questions qu'on te posera dans la deuxième partie de la masterclass après ta d'accord, keynote. Et ok. avant d'aller plus loin, donc les gens continuent à se connecter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. On va passer au petit brise-glace pour introduire notre experte à la communauté. Donc, Nelly, je vais te poser trois petites questions, hein, pour t'introduire auprès de la communauté. J'arrête le partage d'écran pour qu'on puisse faire le focus sur toi. Trois petites questions pour Nelly Wanji alors. Nelly, selon toi, comment est-ce qu'on bâtit un réseau robuste en Afrique? Réseau professionnel robuste. Alors, je pense que bâtir un réseau robuste en Afrique, ça passe d'abord par une grande curiosité pour les sujets africains. Il faut être assez informé et sortir et sortir. Pour ceux qui sont dans la diaspora, comme moi j'ai passé beaucoup d'années dans la diaspora et quand il a fallu commencer, quand j'ai commencé à m'intéresser au continent sur le plan professionnel, parce que j'ai fait mes études en France, j'ai travaillé les premières années entre la France et la Suisse, et quand il a fallu justement entreprendre dans le secteur de la création, en rapport avec l'Afrique, bah, je ne connaissais pas beaucoup de personnes en fait sur le continent. Donc je commençais à, il faut sortir, je me suis intéressée au sujet, de ceux qui éditaient des magazines pour parler de ces sujets-là. Et j'ai voyagé. Il n'y a pas vraiment de secret. Il faut sortir de chez soi, mais il faut aller encore plus loin. Aujourd'hui, je sais qu'avec les réseaux sociaux, on est ultra connectés. Donc, il ne faut pas hésiter, notamment sur les réseaux sociaux, de se connecter aux bonnes personnes. Mais je pense que là, en tout cas, ce que je vois de ce qu'Entourage propose, c'est très efficace. Et j'en ai fait la preuve la semaine dernière, parce que j'étais à Cotonou et j'ai rencontré justement bah, Roidat. Et Roidat, bon, nous, on se connaît depuis bien plus que ça fait, je pense, bien 8 ans. Mais de voir aussi la mise en réseau en live, bah, c'est ça en fait. C'est-à-dire, si je ne m'étais pas déplacée pour venir à Cotonou, bah, ça ne serait pas matérialisé de façon aussi efficace, quoi. Donc, je pense qu'il faut sortir, il faut être extrêmement curieux, il faut lire, il faut se documenter et il faut bouger, il faut sortir et il faut rencontrer des gens, il faut échanger et rester connecté en fait au continent de façon palpable. Très bien. Donc, en gros, le message clé, c'est sortir, utiliser les réseaux sociaux pour rencontrer les bonnes personnes. Voilà, toujours sortir, sortir. Très bien. Ma deuxième petite question pour toi, quel conseil, toi, tu as reçu qui a particulièrement marqué ta carrière? Alors, c'était très violent quand j'ai reçu ce conseil, mais je l'ai pris, je l'ai embrassé à bras le corps. C'est vrai que souvent, quand on a fait des grandes études, quand on est un peu dans des cercles intellectuels, on est beaucoup dans la théorie de ce qu'il faudrait faire, d'imaginer, voilà, le continent, on veut changer les choses, mais on ne passe pas à l'action. Et un jour, j'ai reçu un conseil de l'un de mes mentors parce que ça faisait à peu près 18 mois que je ruminais une idée. Et il m'a dit, de façon un peu vulgaire, sors ton doigt de ton huc et vas-y, bosse, quoi. Fais le truc parce que ça va pas venir à toi, en fait. Donc, passe à l'action. Ne réfléchis plus. Les business plans, ça vaut pas grand-chose. Va sur le terrain, attaque les choses, mouille-toi. Voilà, mouille-toi, quoi. Mouille-toi, voilà. Et bah, après, bah, quand on se mouille, bah, on apprend, on rencontre des gens, on apprend, on valide des scénarios, on invalide d'autres scénarios. Mais quand on est dans le courant, quand on est dans la mer et qu'on nage littéralement, bah, on apprend à se défendre parce qu'en théorie, il y a plein de théories de stratégie qui vous diront
oui, ça, oui, non. Mais en réalité, il faut commencer les choses. Il faut pas attendre d'être prêt, entre guillemets. Il faut y aller, quoi. Et puis, Voilà. ça, on apprend en faisant. On apprend en faisant, ça j'aime bien. Très bien. Euh, Petite question, dernière question brise-glace. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Alors, si j'étais un animal, je serais certainement le phénix, parce que le phénix, bon, c'est vrai que c'est un animal mythologique, c'est un oiseau mythologique, mais je me retrouve beaucoup dans la symbolique du phénix parce que avoir cette capacité de toujours renaître en fait de ses cendres, c'est quelque Hmm. chose que je trouve beaucoup d'entrepreneurs devraient intégrer, de Embrasser, ouais. dire, voilà, la fin n'est que le début de quelque chose. Donc, il faut peut-être tester des choses vite, peut-être les échouer et vite recommencer et y aller continuellement et continuellement se renouveler en fait. Il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis et c'est vraiment ce que la mythologie de cet oiseau me donne et ça représente aussi beaucoup ce que mon parcours de dire voilà, j'ai commencé par un scénario. Ce scénario-là, j'ai rapidement vu ce qui marchait pas. Je me suis réinventée, je suis passée sur un autre scénario et après, ce qui reste essentiel, c'est toujours être aligné avec ses propres valeurs et de continuer en fait à continuellement se renouveler en fait. Il faut pas rester ancré sur ses idées, ancré sur peut-être des croyances qui ne sont pas des réalités. Il faut continuer à se renouveler, à s'adapter à son temps. Super. Ce que j'adore dans tes réponses là, sur les trois questions, ça nous montre un petit peu qui tu es avant même que tu entames ta keynote. Parce que moi, je résume les trois questions en il ne faut pas hésiter à sortir, il faut se servir des réseaux sociaux, aller à la rencontre des gens. Donc, même pour les introvertis, les réseaux sociaux Mm. peuvent être d'abord la première arme pour justement prendre contact, mais après, il faut aller dehors. Après, ça a été le conseil de dire, just do it. Il faut juste faire les choses. Ouais, Juste faire c'est les ça, choses. Il ne faut pas attendre que les choses soient parfaites, il faut juste faire les choses. Et en faisant les choses, ben, il faut toujours apprendre à se renouveler sans cesse. En se c'est ça, renouvelant, on se réinvente. c'est Très ça. clair. Voilà, c'était Nelly Wandy pour vous, mesdames et messieurs. Avant d'aller plus loin, et peut-être un petit mot sur entourage. Alors, moi, je trouve qu'entourage, c'est une excellente idée parce que la mise en réseau en live, c'est pas toujours quelque chose d'assez évident. Il y a des gens qui sont parfois frileux par rapport à leur carnet d'adresse, ils ont du mal à le partager. Mais moi, je dis toujours, un contact qu'on a dans notre téléphone, ça vaut pas grand-chose tant qu'on l'a pas partagé avec quelqu'un. Et je trouve que entourage matérialise vraiment ça en live, de dire, euh, voilà. Tu me dis, OK Nelly, est-ce que tu connais des personnes dans ce secteur qui valent la peine de mettre sur la plateforme? Je dis oui, bah OK, voilà, on met en relation et cette personne-là qui est présentée sur la plateforme va permettre à d'autres personnes qui n'imaginaient même pas que ce profil, ce métier, ce savoir-faire existait sur le continent, ils vont pouvoir y avoir accès, quoi. Et ça, je trouve que c'est un multiplicateur exponentiel en fait de notre réseau et même juste par curiosité, en fait, de vraiment toutes ces compétences que nous avons sur le continent, dont nous n'avons pas la connaissance. Et je trouve que la vision d'entourage, en tout cas, de connecter, de mettre en réseau et d'accompagner les porteurs de projets avec ceux qui font, c'est... J'attends de voir encore les résultats, mais je suis sûre que quand vous allez bientôt sortir vos stats de vos premières années, les connexions qui se sont faites entre les personnes qui n'imaginaient pas qu'ils avaient des points en commun ou qui n'imaginaient même pas qu'ils pouvaient apprendre quelque chose de ces experts-là, j'ai hâte de voir les stats, quoi. Je pense que, je ne sais pas si tu en as quelques-unes déjà à nous partager. Des anecdotes un peu improbables, des connexions qui se sont faites et qui ont débouché sur des choses extraordinaires, quoi. Dans les prochains mois, on partagera les premiers résultats, mais oui, c'est vrai qu'en 3 mois, parce qu'on n'a que 3 mois d'existence, hein, en 3 mois, on a déjà accompagné plusieurs entrepreneurs, plusieurs salariés, parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a également des salariés qui se posent des questions sur leur transition de carrière entre la France et l'Afrique ou même en Afrique et qui veulent, voilà, qui veulent avoir le point de vue d'experts pour justement mieux se positionner dans leur secteur ou même changer de secteur. Donc, il y a de belles choses qui sont en train d'être faites sur la plateforme. On en est ravis pour tous ceux qui nous font confiance. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore testé, ben, on continue à vous informer, à vous former hein, tous les samedis grâce à nos experts comme Nelly qui joue le jeu chaque samedi. Donc aujourd'hui, ça va être avec Nelly Wendy qu'on va apprendre ensemble sur la thématique de comment est-ce qu'on crée une marque africaine à vocation internationale. Mais avant de laisser la parole à Nelly, est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez juste me confirmer si on voit mon écran, Nelly, s'il te plaît. Oui, très bien. Super.
Donc, avant de laisser la parole à Nelly, je vais juste embrayer sur comment Nelly décrivait Entourage. C'est exactement ce qu'elle disait. Entourage, on a pour vision de démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique. C'est des experts hein, qui sont en photo que vous reconnaissez, des personnes comme Nelly, comme Naboufal, comme Stan Zizé, des personnes qui sont très sollicitées et qui n'ont pas forcément le temps de répondre à toutes les sollicitations, mais qui ont cette volonté de transmettre. Donc, avec Entourage, on relève ensemble cette mission, cette vision, comment accélérer la trajectoire de ceux qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est grâce à des experts devanciers qui ont rencontré les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous et qui peuvent vous apporter des solutions sur comment ils l'ont surmonté à leur époque. Des experts décideurs des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont en capacité d'apporter des marchés ou d'ouvrir des portes, d'ouvrir des opportunités pour ceux qui veulent faire des choses en Afrique ou qui font déjà des choses en Afrique. Et c'est des experts facilitateurs. En fonction de comment votre session se passe, comment votre profil est bien présenté, comme disait Nelly, un contact ne vaut pas grand-chose quand on ne l'a pas partagé avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est des personnes qui peuvent ouvrir leur carnet d'adresse si votre projet a un intérêt pour la communauté. Donc, voilà ce qu'on fait sur Entourage. On est là pour soutenir ceux qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et comment est-ce qu'on fait ça? On a mis en place cette plateforme qui vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 à 60 minutes avec ces experts de premier plan pour que vous puissiez leur poser vos questions et recevoir des conseils personnalisés afin de développer votre carrière, votre entreprise ou votre expertise. Donc, ces personnes sont tellement sollicitées. Donc, le fait qu'ils soient sur Entourage 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, c'est un accès direct pour les réserver, pour leur parler. Et c'est également l'occasion hein, de passer à l'action, comme disait Delis, de faire des choses et de ne pas repousser sans cesse au lendemain. Et c'est pour ça, voilà les trois raisons principales pour lesquelles il faudrait utiliser Entourage ou il faut utiliser Entourage. Grâce à ça, vous pouvez vous connecter avec des gens de qualité. Vous aurez des conseils et des réponses précises à votre problématique. Et surtout, vous atteignez vos objectifs beaucoup plus rapidement et facilement. Voilà la promesse et la valeur hein, d'entourage. Passer à l'action grâce aux experts panafricains et grâce à l'équipe d'entourage qui vous soutiendra à chaque étape du projet. Voilà pour ma brève présentation. On est tous là pour Nelly, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Nelly Mondi qui va s'introduire brièvement et surtout maintenant va animer sa keynote sur la thématique l'innovation et les métiers d'art africains. Comment est-ce qu'on construit une marque à succès mondial? Merci, Radot. À toi. Alors, je vais partager mon écran. J'arrête mon partage. Alors, tout le monde voit mon écran. Je dis ça donc, dès qu'on voit, je te dis. Oui, tout le monde voit mon écran. Tu vois mon Pas écran? encore de mon côté. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, pas encore. Ah, eux, ils voient. C'est peut-être un décalage de mon côté alors. Donc, on peut y aller. D'accord, ok, Voilà. ok, ok. Donc, je vais, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment aller à l'essentiel. C'est vrai que quand on parle innovation, souvent, on a tendance à penser à tout ce qui est technologique, technique. On pense très peu à tout ce qui est manuel, artisanal. Mais voilà, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de bousculer un peu cette pensée avec des exemples d'innovation dans les secteurs de l'artisanat et des métiers d'art qui ont permis en fait de construire des marques à succès mondial. Maintenant, quand on dit marque, moi j'ai tendance à dire marque héritage, que quand on veut parler d'exception, d'émotion, d'expérience, on est souvent dans le registre de l'ancrage sur des choses beaucoup plus euh, grandes que juste un produit. Et quand on parle aussi de métier d'art et d'innovation, généralement aussi, on est dans ce registre-là. Donc, pour vous parler de marque d'héritage, ou marque héritage, qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, surtout en France beaucoup, et en Italie aussi, et beaucoup en Europe, on va souvent être dans le registre de l'exception, de l'émotion et de l'expérience. Donc, bâtir une marque, en tout cas dans notre génération, que ce soit même des marques de consumer goods qui sont très, très accessibles, on va souvent avoir ces trois éléments-là qui sont très présents. Donc, ces trois éléments-là, en fait, c'est ce qui fait finalement la marque, de dire pourquoi une marque, pourquoi on va citer comme ça, si on me dit cite une marque de chaussures ou cite une marque de bijoux ou cite une marque de sac, on va souvent avoir ces trois éléments-là. On va citer, on va se rappeler d'une marque, donc ça, on va développer sa mémorabilité quand on a certainement eu une expérience avec cette marque ou on a eu une émotion qui est née de notre expérience avec cette marque.
Donc, quand on dit héritage, et c'est où je veux en venir avec notamment les métiers d'art, c'est-à-dire, quelle que soit la marque, on va être sur quelque chose d'unique, quelque chose de différenciant. Quand on est dans le registre de l'ultime, notamment dans le registre du luxe, on va être sur des savoir-faire d'exception, des savoir-faire qu'on ne trouve pas partout. On va être dans une volonté, dans une quête de l'excellence et dans une volonté de souligner sa singularité. Et il y a un proverbe qui dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, comme pour dire que si on veut se réinventer aujourd'hui, on ne peut pas le faire si on n'est pas ancré sur quelque chose qui était avant nous. Parce que, comme vous le savez tous, on ne réinvente pas, en fait, on ne crée plus grand-chose. On réinvente des choses qui ont toujours existé. Et quand on a passé ce registre de l'héritage, des savoir-faire, on tombe dans le registre de l'émotion, la connexion. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une forme d'attachement à une marque? Comment est-ce qu'on fait pour créer cet attachement à la marque? C'est aussi ça qui fait partie du cœur du branding finalement. Et ensuite, si on parle de marque, on va certainement parler aussi d'expérience. Quels sont les souvenirs qui s'inscrivent dans notre mémoire et qui dessinent en fait la mémorabilité de quelque chose qu'on peut fréquenter au quotidien à travers son expérience, de dire, voilà, si on dit Colgate, tout le monde en a un souvenir. Si on dit Nike, tout le monde en a un souvenir. Finalement, qu'est-ce qui fait que ces marques-là réussissent à rester dans nos esprits? C'est un peu l'exercice finalement que moi j'ai vécu en live les premières années de ma carrière au sein des grands groupes de luxe en fait. De comprendre et de réaliser que la grande majorité des groupes internationaux qui sont dans la création de produits du quotidien, de produits pas forcément usuels, mais de produits dont on n'a pas forcément besoin, avaient réussi à créer quelque chose finalement qu'on appelle en France l'art de vivre à la française. Et de dire finalement comment ça se traduit cet art de vivre. Ça se traduit, comme le disait Jean-Jacques Guerlain, fondateur du comité Colbert, que l'art de vivre se traduit par le spectacle de nos objets, de signes extérieurs de notre civilisation, façonnés par la culture de notre main d'œuvre et d'inspiration de nos créateurs. Donc, quand on vient maintenant dans le registre africain, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont nos objets? Quels sont nos signes extérieurs de notre civilisation? Quelle est cette culture que nous avons façonnée avec notre main qui vient de l'inspiration directe de nos créateurs? Ça c'est ce sur quoi je travaille depuis ces 10 dernières années. Et ces 10 dernières années, en fait, je les ai consacrées à découvrir les marques qui provoquent le désir et qui entretiennent l'âme par l'héritage du continent. Et c'est pour ça que je suis convaincue que le continent africain est un vivier de création de marques très, très important qu'on n'a même pas encore commencé à explorer. Maintenant, les exemples que je vais vous montrer, ce sont des exemples qui ont conquis le monde par leur beauté, par leur savoir-faire, par leur simplicité aussi, mais fondamentalement par leur ancrage territorial. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous, ou peut-être ceux qui sont très, très curieux du secteur du textile en Afrique, ont déjà certainement entendu parler des tissages mandjak. Les tissages mandjak, on retrouve un peu sur les territoires sénégalais, en Gambie, en Guinée-Bissau et surtout en Casamance, sont en fait l'interprétation des savoir-faire du tissage dans une forme contemporaine qu'on va retrouver notamment chez la marque Aïssa Dione. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette marque, je vous invite à vraiment être curieux de cette marque parce que c'est une marque qui est très ancrée sur le territoire africain, donc qui développe en fait tous les ateliers, toutes les usines sont basées au Sénégal. Et depuis le Sénégal, cette marque en fait a réussi à conquérir le monde. Notamment aujourd'hui, à Issa Dione, on peut retrouver des tissus à Issa Dione dans les plus grands hôtels du monde. On peut retrouver les tissus à Issa Dione dans des hôtels particuliers et notamment sur le yacht d'un monsieur qui est très connu dans le monde du luxe. Je tairai son nom ici, mais voilà, c'est le plus grand conglomérat de luxe au monde. Et que ce savoir-faire d'exception qui a un attachement au terroir, au territoire continental,
qui a un attachement à la culture du continent et qui a un attachement à un peuple continental qu'on retrouve un peu dans cette zone de l'Afrique que je vous ai citée aujourd'hui, deviennent une marque internationale reconnue par les grands noms de l'industrie du luxe, c'est la preuve qu'en fait, les savoir-faire africains, s'ils sont bien présentés, si on les réinvente de la bonne façon, peuvent trouver leur place sur les marchés internationaux. Maintenant, comment on le fait? Bah, pour l'exemple de Madame Dione, par exemple, c'est 25 ans en fait d'efforts. Donc, c'est 25 ans à construire un atelier, à regrouper des artisans, à les former, à innover aussi et à innover aussi sur les techniques de création, de dire généralement les métiers à tisser dans une grande partie de l'Afrique, ce sont des bandes de 90 centimètres qu'on peut créer. Mais si on est sur du mobilier d'ameublement et qu'on doit faire des grandes laises de rideaux ou par exemple, on doit habiller un canapé qui fait un 20 ou un 30 de largeur, on est obligé de penser comment est-ce qu'on peut apporter au métier à tisser une innovation, une nouvelle façon de faire. Ce que j'aimerais vraiment qu'on entende par innovation ici, c'est la nouvelle façon de faire. C'est pas forcément la technologie qu'on va ramener, même si la technologie aujourd'hui est une équation très importante. Mais c'est cette nouvelle façon de penser, la nouvelle façon de se questionner sur comment on peut adapter ce savoir-faire dans un secteur clé qui a du potentiel, comme là, par exemple, tout ce qui est textile d'ameublement. Soyez curieux, allez vous documenter sur Aïssa Dione, vous allez découvrir vraiment les perles de tout ce qu'elle a pu faire tout au long de sa carrière, des collaborations avec des grandes maisons telles que Hermès, telles que Louboutin, telles que Dior pour les habillages de boutique, telles que Loewe. C'est vrai que le grand public n'est pas souvent alerte sur ces choses qui se passent parce que bon, c'est un peu des secteurs de connaisseurs entre guillemets, mais ce sont des choses qui sont réelles aujourd'hui. Euh, euh, c'est vrai que beaucoup d'entreprises africaines ne communiquent pas sur leurs chiffres, hein, de leurs résultats, parce que voilà, c'est pas forcément structuré chez nous de cette façon d'avoir accès de façon publique aux informations d'entreprise, parce que je pense que ça vous donnerait aussi une indication. Mais moi, de ce que j'ai vu des réalisations, aujourd'hui, on est quand même sur des entreprises qui sont pas très loin du million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Maintenant, ce sont des machines qu'il faut mettre en place pour arriver à ce type de performance. Et un exemple que moi j'ai vu grandir parce que c'est une marque que j'ai accompagnée à Paris, notamment quand elle est arrivée à Paris pour la première fois. Une fois de plus, là on est sur l'art textile, on est sur la vision de l'embellissement, de l'ennoblissement. On valorise les savoir-faire des peuples berbères qu'on peut trouver en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Libye. Donc, on travaille encore une fois de plus à la main et on crée une marque contemporaine d'accessoires qui aujourd'hui s'exporte partout dans le monde, qui a une forme de modernité finalement dans la réinterprétation du savoir-faire et de la tradition et aussi de l'esthétique. Donc, la marque, par exemple, Zine, aujourd'hui, c'est une marque qui a une distribution internationale. Donc, si vous êtes curieux, une fois de plus, vous pouvez visiter les sites de ces marques-là et aller un peu plus loin, vous allez voir que ce sont des marques aujourd'hui qui sont distribuées un peu partout dans le monde. Donc des États-Unis, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient. Ces marques y sont présentes parce qu'aujourd'hui, elles ont fait preuve en fait de singularité aussi dans la façon d'interpréter l'esthétique sur un produit qui est la chaussure où voilà, on n'attend pas forcément les Africains sur, si on veut dire, voilà, quelles chaussures vous voulez acheter. Beaucoup vont dire des chaussures italiennes, forcément. Mais aujourd'hui, cette marque qui existe depuis moins de 10 ans a déjà réussi, en fait, à tirer son épingle du jeu et à se démarquer, en fait. Et là, on est sur une production 100% marocaine, avec, bien sûr, un sourcing international sur les matières premières qui sont utilisées. Mais une fois de plus, ce qui est mis en avant ici, c'est l'ancrage, une fois de plus, dans la culture à travers un produit de base qui avait commencé autour de la babouche, dont la babouche marocaine, qui est une chaussure traditionnelle qu'on retrouve un peu dans toutes les tenues traditionnelles. On va retrouver justement la babouche, mais qui est allée bien au-delà de la babouche, qui a travaillé
inventer maintenant un nouveau langage autour de la chaussure pour justement trouver sa communauté dans le monde entier. Et une deuxième marque que j'ai vue grandir, parce que notamment cette marque-là, en 2015, quand on a fait notre tout premier pop-up, c'était l'une des marques qu'on a présentées à Paris et c'était la toute première présentation à Paris. Et là, je vous parle en 2015, quoi. Là, une fois de plus, on est sur quoi? On est sur de la vannerie, on est sur du tissage à la main, on est sur une population qui habite au nord du Ghana, dans le village de Bolgatanga, qui a une tradition de tissage à la main avec des techniques qui sont assez particulières qu'on peut retrouver ailleurs en Afrique, mais pas tout à fait de la même façon. Donc là, on est sur un produit qui est développé à base de fibres naturelles, qui sont teintées avec des colorants naturels et qui sont assemblés localement par les savoir-faire locaux et qui est ensuite présenté à l'international avec une image, avec un positionnement qui permet aujourd'hui d'être sur des gammes de prix autour de 200, 300, jusqu'à 400, 500 euros sur certains produits. Donc, quels sont finalement les indicateurs de succès de toutes ces marques-là? C'est les collaborations qu'elles arrivent à faire. Par exemple, pour la dernière collection, pour une collection spéciale de la maison Courvoisier, la marque a édité 1000 sacs pour accompagner les 1000 bouteilles qui allaient, parce que c'était 1000 bouteilles en édition limitée. Donc, la marque a créé ces quantités-là pour accompagner le lancement de ce produit qui a été distribué un peu de façon exclusive dans tous les points de distribution mondiaux de la marque. Ensuite, le deuxième indicateur qu'on peut avoir aussi, c'est la distribution. Si vous allez par exemple sur le site de cette marque qui s'appelle AAKS, vous allez découvrir qu'elle a près de 200 points de vente qu'elle a développés dans le monde, je précise bien dans le monde parce que c'est important de le dire. Et parfois, quand on regarde sur cette cartographie de sa distribution, il y a très très peu de pays africains et c'est dommage parce que bon, la distribution chez nous n'est pas encore assez développé et qu'on a peut-être aussi, on est encore en train de développer une forme de conscience et une forme d'amour par rapport aux produits africains qui est positionné peut-être en haut de gamme. Mais quand on regarde la distribution de cette marque ghanéenne qui est développée dans des petits ateliers à Koumassi, à côté d'Accra, on ne peut que rougir en fait. On dit, voilà, de cette petite unité, elle est capable d'accéder au marché international grâce à un circuit logistique qui est bien huilé et entrer dans les plus belles boutiques du monde et être aux côtés, voilà, des grandes maisons du monde. Et c'est finalement ça aussi la preuve de succès. Même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident de mettre la main sur les chiffres de ces marques-là, mais quand on étudie la distribution et qu'on estime que sur sur un deal de distribution, on va être sur des volumes entre 50 à 100 pièces, après avec des rotations, ou quand on estime aussi que sur un partenariat ou une collaboration avec une marque pignon sur rue, comme par exemple J.Crew aux États-Unis ou encore Madwell aux États-Unis, on va être sur des collaborations avec 150, 200, voire 500 pièces en fait sur une saison de collaboration. Donc, on ne peut que faire ces estimations-là aujourd'hui. Moi, sur la distribution notamment, on a accompagné près de 150 marques, 150 marques et créateurs en 10 ans. Les chiffres sur des marques comme la sienne, on était quand même sur des chiffres mensuels qui tournait autour de 5 000 euros de CA par mois sur un point de vente à Paris, quoi. Donc, sans compter, elle, sa distribution sur son site Internet, avec ses partenariats. Donc, après, on ne peut qu'extrapoler et voir un peu quel est le volume d'affaires. Mais le volume d'affaires sur une marque comme elle aujourd'hui, on est quand même au-dessus du demi-million d'euros. On se rapproche beaucoup du million d'euros de chiffre d'affaires annuel, quoi. Ensuite, un indicateur aussi que vous pouvez avoir, c'est la pérennité de ces entreprises qui sont ancrées dans l'héritage. Parce que vous allez voir beaucoup aujourd'hui, beaucoup de marques africaines qui, pour moi, ne sont pas souvent ancrés sur les territoires parce que la démarche part peut-être d'une vision de ce qu'on peut penser de l'Afrique. Des fois, moi, je vais voir et rigoler et voir Inspired by Africa, mais en réalité, bon, Inspired by Africa, tout le monde peut le dire, un Chinois pourrait le dire, un Français pourrait le dire. Mais quand on a un ancrage territorial avec un terroir, avec un savoir-faire, avec des matières premières locales, la discussion et la conversation avec le client
est différente aussi. Maintenant, quelles sont les perspectives pour ces marques-là qui sont en train de se bâtir sur le continent depuis, pour les pionniers depuis une vingtaine d'années et pour les plus récents que moi j'ai vu grandir depuis une dizaine d'années, bah, les perspectives, c'est que le continent est en train de développer une classe moyenne de plus en plus consciente, de plus en plus intéressée par une consommation d'objets et de produits qui sont ancrés dans la culture locale. Et l'opportunité, finalement, elle est là pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ces secteurs-là. C'est de dire, on a peut-être un marché international qui coûte cher à attaquer, qui coûte cher à aller conquérir, mais on a l'opportunité aussi des diasporas qui viennent souvent en retour de vacances. On voit bien le phénomène dans les pays anglophones, notamment du Daty December. C'est comment les marques arrivent à développer en fait leur chiffre d'affaires sur la période de décembre avec la population de la diaspora. Maintenant, les marques, les pays et les marques qui sont dans des pays où on a un tourisme qui est très développé bénéficient aussi de ce pouvoir d'achat qui est différent entre la population locale et la population internationale. Donc, pour les entrepreneurs qui se disent vraiment, est-ce que c'est le bon secteur? Est-ce que je devrais me lancer dans les ICC? Parce que, bon, les ICC, c'est large. Là, je vous ai parlé en grande partie des ICC qui touchent notamment à la mode, beaucoup. Mais il y a aussi là, tout ce qui est design, il y a tout ce qui est cosmétique, il y a tout ce qui touche aussi au lifestyle, notamment avec des exemples comme Isvara, qui est une très belle marque de thé qui est très bien ancrée en Afrique du Sud notamment. C'est une marque de thé qui raconte une histoire unique et singulière de l'Afrique. Donc, on revient encore sur les trois registres dont je vous ai parlé. Quand on parle d'innovation et de métier d'art, il faut vraiment aller chercher trois points clés de dire quel est le savoir-faire, quelle est l'exception qu'on a, quelle est la singularité qu'on a quand on est sur une marque, par exemple, comme cette marque nigériane qui s'appelle Lego Space Program. Ils sont partis en fait de la technique et des savoir-faire autour de l'adiré, qui est très présent aussi dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle aussi communément le batik. Ils sont partis de ces savoir-faire-là, de ces techniques-là, pour créer un nouveau langage qui va accompagner les expériences de ceux qui cherchent des objets singuliers et qui va aussi finalement créer un point émotionnel d'attachement avec un terroir, avec une culture, avec un savoir-faire. Et finalement, pour moi, c'est aussi ça, les industries culturelle et créative. C'est de dire comment est-ce qu'on s'appuie sur la culture d'un terroir, sur le savoir-faire d'un terroir pour créer quelque chose de nouveau en, justement, comme je vous disais au départ, en tissant au bout de la corde qui avait déjà été tissée, en fait. De dire, notre patrimoine est ce qu'on a en héritage. Qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine-là? Est-ce qu'on va le laisser dans les musées pour les regarder, pour dire comment ils sont magnifiques, comment ils sont, comment on était riche de créativité, ou est-ce qu'on va partir de ce patrimoine-là pour créer des choses contemporaines qui vont pouvoir séduire le monde entier. Et quand je dis séduire le monde entier, on a des exemples. On a des exemples concrets de comment les marques africaines s'exportent aujourd'hui et je pense que ça fait partie des questions que l'audience avait notamment, de dire voilà, comment on fait pour allier tradition et modernité. Ben, c'est ça l'innovation finalement. La tradition, elle sera toujours là. Quand on prend une grande maison, quand on prend les grandes maisons de Champagne qui sont ancrées sur le territoire champenois et qui arrivent à raconter des histoires contemporaines, c'est ça, c'est où on nous attend. C'est de dire voilà, quelle est la narrative que nous allons pouvoir créer sur les objets que nous créons aujourd'hui, comment est-ce qu'on va les ancrer sur nos territoires et comment on va valoriser nos territoires, valoriser la singularité, parce que voilà, si on parle du Faso d'Anfani qui est fait au Burkina Faso, il n'y a pas trois Burkina Faso dans le monde entier, il n'y en a qu'un seul. Si on veut parler, par exemple, des ennoblisseurs qui font des très, très belles tenues au Bénin, par exemple, sur la communauté des Egungun dans les couvents béninois, il n'y en a pas 10, il y en a peut-être 5. Il y a 5 couvents, il y a 6 couvents. Il n'y en a pas plus, en fait, dans le monde entier. Et c'est ça, en fait, ce rattachement au territoire avec un travail autour de la protection aussi du territoire avec des appellations d'origine contrôlée, avec le développement des marques qui peuvent uniquement être labellisées parce qu'elles appartiennent à ce territoire. C'est la perspective que j'entrevois en tout cas pour la création
ancrée sur la culture, sur le continent africain. Et ces 10 dernières années, on a quand même quelques exemples. Et je pense que l'idée, c'est de continuer à vous documenter. L'exercice que nous, on fait chez Moonlook notamment, Moonlook qui a commencé comme une plateforme de distribution et qui a fait un pivot récemment en se positionnant en agence, c'est vraiment d'accompagner ceux qui ne sont pas assez avertis de la singularité de nos savoir-faire à ancrer leur création de marque sur des savoir-faire singuliers avec pour pouvoir proposer en fait des marques qui ont des ADN uniques au monde en fait. Parce que in fine, c'est ça l'avantage du continent africain, c'est qu'on a un continent qui est grand, avec un potentiel de croissance démographique qui continue à nous démontrer qu'il va continuer à être exponentiel, avec une classe moyenne qui continue à être sensible à l'ancrage. Et on a une diaspora, je pense qu'on a quand même l'une des plus grandes diasporas au monde parce que quel que soit l'endroit où vous allez dans le monde entier, vous allez trouver des communautés d'Africains. Donc ces Africains-là, comment est-ce qu'on se connecte à leurs émotions? Comment est-ce qu'on leur propose des émotions, des expériences qui les reconnectent à leur terroir? Comment est-ce qu'on leur raconte une histoire continentale unique pour les accompagner à consommer différemment? C'est vraiment ça la perspective finalement de la partie créative des ICC qui serait vraiment dans tout ce qui est produit de consommation avec des marques contemporaines qu'on pourrait proposer dans plusieurs autres catégories, de dire, voilà, on peut croiser bien sûr le cinéma avec les marques, on peut croiser les arts du spectacle avec la mode, de dire voilà tous les costumes qu'on va retrouver sur la mise en scène d'une pièce, où est-ce que ces costumes-là seront faits, qu'est-ce que ces costumes-là vont raconter, et une fois que ces costumes-là auront été présentés, quelle est la suite qui va découler sur le plan commercial? C'est cet exercice-là que je pense que notre génération devrait faire pour vraiment permettre aux ICC de capitaliser sur notre patrimoine, capitaliser sur nos savoir-faire pour créer les marques de demain, en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui est possible. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, vous savez quoi faire avec entourage. Très bien, super, super. Merci Nelly pour cette keynote. Avant même de passer aux questions qu'on a collectées à l'avance, chère audience, hein, j'espère que voilà, ils envoient des cœurs. Si vous avez bien aimé, si vous avez appris comme moi de la keynote, n'hésitez pas à vous exprimer. Il y a un petit chat là où vous pouvez poser vos questions. Donc, on commencera d'abord avec les questions qu'on a collectées de la communauté. On en prendra deux, trois en live après et on répondra. Mais avant d'aller plus loin dans les questions, Nelly, ben, j'avais deux questions déjà à mon niveau parce que c'est ça un petit peu. Je profite de mon avantage qui est que je suis en live avec toi pour te poser d'abord mes questions. Mais tu as répondu déjà à la première qui était comment tu as atterri dans tout ça et voilà comment comment Moonlook a évolué pour devenir Hmm, l'agence dans ce domaine-là. Première question à laquelle tu as à répondre, mais je veux bien que tu nous expliques un peu ton background. Tu l'as un petit peu oui, détaillé de temps en temps, mais quel parcours t'a conduit à ça aujourd'hui? Et oui. je reviendrai pour la deuxième question. Alors, comment je suis arrivée là? Donc, j'ai fait des études. J'ai fait des études de commerce international. Et en fin d'études de commerce international, parce qu'à l'époque, je voulais être diplomate, mais je voulais travailler dans un ministère de l'économie pour réfléchir à pourquoi en Afrique on importe trop de choses. Parce que ça, c'est une question qui m'a toujours titillée. Et finalement, bon, j'ai travaillé pour aucun. Je voulais travailler à la douane pour contrôler ce qui rentre à l'époque. Donc, il fallait que je comprenne le commerce international. Mais finalement, en arrivant à Paris, je me suis passionnée pour les marques d'héritage, en fait. Je me suis passionnée pour les grandes maisons, leur histoire. Et du coup, j'ai fait une spécialisation en marketing et management du luxe, ce qui m'a permis de rentrer, en fait, dans les filières créative, notamment dans un premier temps, un premier parcours, ça a été dans les cosmétiques. Donc, j'ai travaillé pour un prescripteur qui organisait des salons et qui accompagnait en fait toute l'industrie à se sourcer en packaging, en formulation, en storytelling, en vision, perspective du marché. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la structure de la filière cosmétique, comment elle était intégrée en France, comment elle était vraiment de bout en bout, de dire, voilà, si on est en France, on a la capacité de sourcer une agence de marketing qui nous décrypte les profils de consommateurs, de sourcer
une société de formulation qui va formuler, qui va nous formuler en fait ce qu'on va mettre dans les flacons. On va trouver une société de packaging qui va nous faire le flacon, le capot. On va trouver une société de distribution qui va ensuite s'occuper de la distribution. Donc, j'ai trouvé ça fascinant. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un grand groupe qui s'occupait en fait de la distribution de grandes maisons d'horlogerie, de haute horlogerie et de joaillerie. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans l'univers du luxe et j'étais au contact des produits, donc des pièces en fait, finalement, dans les boutiques. J'étais en charge en fait d'un réseau de boutiques qu'on trouve dans les aéroports. On peut trouver d'ailleurs toujours ces boutiques-là aujourd'hui, même si la concession d'exploitation n'appartient plus au groupe auquel je travaillais. Mais quand on voyage dans les terminaux 2E, 2A, 2C, de l'aéroport de Roissy, de l'aéroport d'Orly, du terminal d'aviation d'affaires à Nice, de Genève, de Milan, on trouve des boutiques dans lesquelles justement, qui étaient notre champ d'opération. Donc, mon rôle, en fait, c'était de travailler avec les équipes de marque pour les nouveaux projets de boutique, accompagner l'installation de ces boutiques-là et ensuite coordonner la vie opérationnelle de ces boutiques à travers les lancements de produits, les opérations spéciales comme Noël ou la Saint-Valentin. Voilà, donc j'étais vraiment le back-office de toute la vie des 42 points de vente. C'était passionnant et je voyais tous les nouveaux lancements de marque un peu en avant-première. Et ce qui m'a frappé dans cet univers, c'est qu'une grande majorité des grandes maisons sont ancrées sur un savoir-faire. Et quand on lit Ouais. l'histoire des maisons, elles sont ancrées sur soit un patriarche qui avait commencé une démarche, c'est un peu l'histoire voilà, de la maison Hermès, c'est un peu l'histoire aussi de la maison Dior, de la passion de Christian Dior, comment il a commencé et comment ensuite ils ont éclaté les secteurs de dire, voilà, on peut être une maison qui est de tradition horlogère, mais finalement, on va faire d'autres produits. On va faire du parfum, on va faire du bijou. Et comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, finalement, l'ADN de la marque est au-delà du produit. Ce qui fait la singularité de la marque est au-delà du produit. Elle c'est beaucoup plus sur des envies de consommateurs, une vision d'un certain savoir-vivre, comme on le voit souvent dans toutes les grandes maisons qui sont rattachées au comité Colbert. C'est vraiment cette intention de raconter qui on est à travers des objets, à travers la création. Et c'est où ça m'a piqué. Je me suis dit, mais il y a un problème. Là, il y a des gens qui sont très ancrés sur leur territoire, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui valorisent leur création de façon contemporaine. Pourquoi on n'a pas la même chose en Afrique? Et j'ai commencé à me documenter sur les signaux faibles. Et c'est comme ça que j'ai découvert les toutes premières marques qui étaient aussi dans cette dynamique-là. Donc, au tout début, on était sur des formats de pop-up store. Donc, on ouvrait des boutiques éphémères. On a fait ça pendant 2 ans. Le modèle économique n'était pas viable. Donc, on a arrêté. J'ai ouvert une galerie boutique sur le Faubourg Saint-Honoré qui a duré 3 ans. C'était aussi une expérience passionnante, mais une fois de plus, la tension économique à Paris avec les beaux commerciaux et avec tous les mouvements sociaux qu'on a eus entre les gilets jaunes d'abord et ensuite on a eu la Covid qui Covid. a obligé beaucoup de gens à rentrer chez eux et fermer boutique, mais avec des propriétaires qui disaient on veut rien entendre, il faut payer le loyer, quoi. Donc voilà, cette pression a fait que j'ai dû laisser tomber ce modèle économique-là et ce moment m'a permis d'explorer des métiers d'art. Donc, grâce à une manifestation qui allait arriver à Paris, qui était la Saison Afrique 2020, qui était dans la vision de la diplomatie culturelle de la France avec l'Afrique, un peu instaurée par Emmanuel Macron, j'ai eu l'opportunité d'explorer les savoir-faire dans 25 ateliers qui sont dans 15 pays d'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a lancé Art Exception. Et aujourd'hui, la vision, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on croise ces ateliers-là, qui sont souvent des ateliers d'artisans, avec les designers contemporains pour créer les choses modernes. Et finalement, quand on a cet ancrage avec les ateliers, comment on accompagne les marques ou les aspirants marques, les entrepreneurs, à connecter savoir-faire et création pour faire des marques contemporaines. Donc, c'est d'où vient l'agence avec cette volonté d'accompagner sur les codes, parce que finalement, le branding, c'est comprendre le marché, comprendre les consommateurs et voir ce qu'on a de singulier et d'exceptionnel et de le valoriser à travers une marque. Donc, c'est pour ça que Moonlook
On a pensé en tout cas que l'opportunité, parce qu'aujourd'hui, le temps que nous, on a eu, les temps morts qu'on a eu, ont permis aussi à de nouveaux acteurs d'arriver sur le marché, à s'imposer sur des choses où on s'est dit, voilà, on n'avait plus de valeur ajoutée, donc c'était plus pertinent, au lieu d'être un challenger sur la distribution, c'était mieux de ramener une nouvelle compétence sur la chaîne de valeur, de dire finalement, entre l'atelier et les boutiques, il y a le branding. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour que les ateliers et les créateurs se rencontrent pour que les marques existent, pour qu'ensuite les distributeurs qui existent puissent avoir de la matière pour vendre, en fait. Parce que l'une des grandes difficultés que moi j'ai vécues en live, c'est que les ateliers aujourd'hui n'ont pas la capacité de faire du volume. Donc, il y a un Mhm. besoin de renforcement de capacité de production. Donc, s'il y a des industriels parmi parmi ceux qui nous écoutent ou des aspirants industriels, c'est aussi où il y a des opportunités de comment est-ce qu'on passe de la production manuelle d'une pièce à la petite manufacture où on peut faire une centaine de pièces, voire 500 pièces. Ce n'est pas des gros volumes, hein, parce que quand on voit les réseaux de distribution, par exemple, de grandes maisons, il faut imaginer que voilà, les grandes marques sont distribuées en temps réel sur tous les continents dans plein de pays du monde et ils font bien plus que 1000 pièces à la référence. Donc, si aujourd'hui, on peut avoir des entrepreneurs qui s'intéressent à cette partie de la transformation des écosystèmes, c'est ça la clé. Donc, pour nous, ce n'était plus valable de dire on va tous être sur la distribution. On s'est plutôt dit comment est-ce qu'on peut accompagner en amont de la chaîne pour que les marques qui arrivent sur le marché soient construites, aient les codes du marché et puissent rapidement trouver leur public. C'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Moonlook avec une double approche, avec une première approche qui est purement agence et avec une deuxième approche qui veut être académique, mais avec une approche beaucoup plus digeste, de dire comment on accompagne des entrepreneurs qui ne comprennent pas leur écosystème à comprendre les clés de leur écosystème. C'est comme ça que j'en suis arrivée là, en fait. Donc voilà, c'était un parcours qui s'est construit, comme je disais encore une fois de plus au début. Il y avait des scénarios qu'on avait imaginés. On a testé ces scénarios-là, certains au marché. Le marché nous a aussi donné des claques en disant, voilà, le contexte parisien, les beaux commerciaux, qu'est-ce que ça veut dire avoir un point de vente, qu'est-ce que ça implique. Donc, on a pris des claques et on s'est dit, bon, le marché a besoin de Et quoi? on s'est La relevé. filière, voilà, on s'est relevé. Donc, continuellement, ça a toujours été un peu notre dynamique de dire, on apporte quelque chose en plus, on complète ce qu'il y a déjà et on accompagne sur où on trouve qu'il y a des failles, en fait. Et C'est c'est le ça. positionnement qu'on a. D'où le phénix, comme tu disais tout à l'heure, en termes d'animal. On Voilà, revient à ça. exactement, Ma, exactement. ma deuxième question, ça va être une question un peu courte pour qu'on puisse prendre les questions de la communauté. Je veux bien, parce que moi je suis néophyte, c'est grâce à toi d'ailleurs, hein, grâce à toi, une deuxième personne que tu connais bien, que je me suis intéressée au monde des ICC. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur l'exemple de Axe, qui est une marque qu'on connaît tous aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, hein, pour aussi bien les néophytes comme moi ou les personnes qui s'y connaissent vraiment dans l'ICC, les trois points, les trois éléments là? L'expérience, parce que comme tu as collaboré avec Axe dans le cadre de Moonlook, Mhm, comment Axe a réussi à procurer l'expérience, le mhm, premier élément, l'émotion et l'exception? Pour qu'on comprenne d'une mhm. manière un peu macro, Oui, rapidement, simple, oui, comment est-ce qu'on oui, fait ça? oui. Bah, déjà, l'émotion, c'était le premier déclencheur. C'est que quand on a tous vu les premières campagnes de communication de Axe, on a compris Est-ce que, que tu peux juste montrer le visuel pour que les gens voient de quoi je oui, parle? pardon. Pardon. Parce que en temps, j'ai vu que son nom a changé. Quand tu la connais, c'était pas Axe apparemment. Non, en fait, elle s'est toujours appelée Axe. Elle s'appelle Akosua. Donc, elle Oh, s'appelle Akosua Afriye Kumi. Donc, c'est son ses initiales, en fait, le nom de très sa bien. marque. Donc, au tout début, la toute première campagne, je ne l'ai pas ici, mais celle-ci est assez représentative de la campagne, de ces campagnes de communication. La toute première campagne de communication que j'ai vue de Axe, il y avait déjà un facteur exceptionnel. C'est-à-dire, on avait l'habitude de voir les paniers tissés du marché, montrés un peu comme au marché, quoi. Mais là, elle est venue avec une image qui nous positionnait des savoir-faire auxquels on était habitué, des produits auxquels on était habitué, mais avec une réinterprétation à laquelle on n'était pas habitué. C'est-à-dire déjà de dire, généralement, on va être sur des couleurs primaires très fortes. Donc là, elle a un peu changé ce travail de colorimétrie sur ses produits. Donc quand on voit ces produits, c'est très élégant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au marché. Pourtant, le savoir-faire, c'est le même et elle a travaillé l'image. Donc, déjà, ce rapport d'émotion de dire, bah, ça te prend par les tripes, en fait. Tu dis, waouh, j'aurais pas imaginé voir
cette pièce comme ça, présentée comme ça. Et par rapport à l'expérience, c'est que quand on reçoit son sac AKS, quand on a passé sa commande et qu'on reçoit son sac AKS, on voit le travail. Donc, l'expérience même du produit, c'est autre chose. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rajouté une doublure intérieure en coton, un coton de très, très belle qualité. Elle a travaillé les sangles avec des finitions en cuir de très belle qualité. Et tout ce qui est fermeture, c'est de très, très belle qualité. Donc là, une fois de plus, elle a pris un produit Détail, banal, voilà. détail, quoi. Elle a pris un produit banal et elle a rajouté une touche de sophistication. Ce qui fait que l'expérience même du produit, quand on voit le produit pour la première fois, crée quelque chose de différent. Et finalement, ce qui a créé un attachement pour moi émotionnel avec cette marque-là, c'était vraiment la dynamique durable de la marque, de dire qu'elle est dans une vision où chaque produit, par exemple, quand vous le recevez, la pièce, il y a une étiquette à l'intérieur qui dit le prénom de l'artisane qui l'a fait. Et Mm. cette artisane-là travaille dans son atelier. Donc, il y avait aussi une visibilisation de l'artisan que je trouvais très rare. Même les grandes maisons de luxe ne le font pas toujours. Donc, je trouvais que la démarche avait déjà quelque chose de très ancré. Et quand on regarde la simplicité de la communication de cette marque-là, on a ces trois éléments-là. On a vraiment la partie exception, de dire, voilà, c'est un produit d'exception, on ne va pas le trouver partout. On a le rapport de l'expérience qui est singulière, de dire, voilà, ce n'est pas la même expérience qu'on a généralement avec les produits africains. Et l'émotion, finalement, c'est ce point de connexion avec une personne qu'on ne connaît pas, qui a fait quelque chose pour nous et qui est finalement gagne une forme j'appelle toujours ça, elle donne en fait la noblesse aux gens. Elle donne la noblesse à ses artisans. Et moi, ça me touche énormément parce que je trouve que souvent, on peut être dans un discours de l'artisanat qui est dans le misérabilisme, qui est dans le on veut aider les gens. Là, elle le repositionne différemment. C'est vraiment un cadeau de cette personne-là qui se traduit par le travail qu'il a fait pour nous, quoi. Et vraiment, pour moi, cette marque, elle a les trois équations. Pourtant, elle n'a même pas encore ses boutiques en propre. Donc, je pense que quand elle arrivera au point où elle aura ses boutiques en propre, elle pourra créer des expériences encore plus immersives pour les clients, quoi. Super. Merci pour cette mini-étude de cas, hein, justement, de ce que, comment Moonlook, comment Moonlook décrypte et comment Moonlook peut accompagner, hein, les marques. Euh, on voit souvent sur le continent les artisans, les créateurs de marques, on se concentre beaucoup sur la question de la distribution. Mhm, D'ailleurs, une des questions qu'on a dans le chat, c'est déjà lié à la distribution. Et avec la keynote que tu as donnée, on peut comprendre le shift que Moonlook a assumé, a pris ces dernières années en se disant, au niveau de la distribution, il y a différentes solutions qui existent. D'ailleurs, une question qu'on a reçue, c'est est-ce que tu peux donner quelques exemples de solutions de distribution pour passer côté branding parce que tu as jugé, parce que Moonlook a jugé qu'aujourd'hui, c'est à cet endroit-là que le bas blesse pour les différentes mm, marques. Et je me mm, rappelle quand tu étais mm. à Coton la semaine dernière, un exercice que tu fais souvent quand tu voyages, c'est identifier les marques qu'il y a dans les différents pays. Oui, Tu oui, disais qu'il n'y a pas beaucoup de marques en Afrique de l'Ouest, au fait. Et moi, je me suis pris ça comme une claque en disant, mais il y a telle marque, il y a telle marque, il y a telle marque. Et tu disais, mais attention, ça dépend de ce qu'on appelle marque. Est-ce qu'il y a telle notion? S'il y a telle notion, c'est telle notion. Et après, là, nous, on se remet en question en disant, ouais, des gens créent des produits. On crée des c'est ça, produits, mais on ne c'est crée pas ça. des marques africaines. C'est On crée des ça, c'est produits. ça, c'est C'est ça. ce qui est Et, intéressant. et, et je vais prendre l'exemple de deux plateformes que j'apprécie énormément et c'est où je me suis dit, il y a une vraie opportunité d'accompagner à créer des marques. La plateforme Africrea qui est devenue Anka, c'est une plateforme que j'admire énormément pour la profondeur de la recherche technologique, de comment on peut vraiment permettre au créateur, au fin fond de son village, de se connecter à un client à New York. Comment on peut faire ça? On le fait avec la technologie. Ils ont créé un sas de paiement parce que généralement, l'équation du paiement, c'est quelque chose qui est super compliqué. Donc, sur le plan technologique, sur le plan de la facilitation des transactions, sur le plan de la collaboration logistique avec une grande plateforme logistique, pour moi, toutes les équations sont bonnes. C'est super. Mais en termes d'image de marque et de type de produit qu'on présente, c'est où je dis, voilà, il y a une opportunité parce que s'il y a autant d'ateliers de créateurs qui ne font que vendre des produits, ça veut dire que pour que ces produits-là deviennent éventuellement des objets de souvenir d'une marque et qui vont évoquer une marque, il y a un chemin. Et Hmm. beaucoup de gens vont dire, I bought an African product. J'ai acheté un produit africain. Ils vont pas dire, j'ai acheté telle marque.
Donc, c'est Hmm. où il y a le gap pour moi. Hmm. Alors que si on va sur une autre plateforme qui est un peu plus dans une dynamique de curation de marques qui sont un peu plus ancrées, comme Industrie Africa, qui est née d'une vision de d'abord documenter et raconter les marques et qui finalement est partie sur un positionnement que nous, on avait sur Moonlook, c'était de montrer uniquement celles qui sont ancrées et celles qui ont quelque chose d'exceptionnel et qui ont aussi une image, parce que l'image est un code. Dans la façon dont on va prendre l'image, la photo de son produit, c'est un code et un signal qu'on envoie à un consommateur. Et du coup, là-dessus aussi, c'est une plateforme qui est beaucoup plus exigeante sur la curation, qui va curater en fait des projets avec des personnes derrière qui sont beaucoup plus ancrées, qui ont une ADN qui est claire, qui peuvent générer les différents facteurs dont on a parlé aujourd'hui, l'expérience, l'émotion, et qui ont une singularité dans tout ce qui est savoir-faire. C'est Industrie Africa. Donc, on va prendre ces deux plateformes-là. On va voir le volume de ce qu'il y a sur Africrea en cas, et on va voir le volume de ce qu'il y a sur Industrie Africa. Il y a un océan. C'est-à-dire que entre ceux qui font les produits et ceux qui font les marques, il y a un gap. Donc, il y a beaucoup encore qui sont sur, on fait des produits, et il y a ceux qui ont déjà compris qu'on peut faire des marques. C'est-à-dire, on peut ancrer ces produits sur un territoire, sur un savoir-faire, sur des équipes qui ont une vision de l'esthétique et qui veulent raconter peut-être un savoir-faire ou un savoir-vivre à la béninoise, à la camerounaise, à la sénégalaise, pour raconter qui ils sont en tant qu'identité, en fait. Et c'est ça qui fait la différence pour moi. Très clair. Non, super. Merci pour cette, cette autre mini keynote. Et en cas, hein, Moulay, que vous pouvez également retrouver sur Entourage pour ceux qui souhaitent échanger et avoir notamment des réponses sur la question de la distribution. C'est par rapport aux questions dans le chat. Donc, Nelly, si tu le permets, on va directement passer aux questions qu'on a reçues de la OK, communauté. On a une très dizaine de bien. questions à couvrir. Donc, je vais embrayer avec ceci avant de prendre quelques-uns dans le chat. Il y a une première question qu'on a sur la visibilité des acteurs de la mode. Comment un styliste OK. ou styliste peut-il se démarquer dans un marché saturé et gagner en visibilité malgré la concurrence croissante? Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai aussi vu devenir un grand nom, qui est Iman Haïssi. Ah Ce oui. que Iman Haïssi a fait, c'est il est allé contre le courant et il a affirmé qui il était en termes d'identité et en termes de posture. Au lieu d'être dans une valorisation de quelque chose qui a été importé en Afrique, il s'est mis en custodian, en gardien un peu, des savoir-faire textiles de tradition, en se faisant l'ambassadeur des savoir-faire textiles d'exception. Donc, il a travaillé des textiles qu'on ne voyait pas souvent dans la mode. Il a travaillé, par exemple, les tissages mandiaques. Il a travaillé la fibre de raffia en haute couture. Il a travaillé des écorces d'arbres en haute couture. Donc, il a pris un propos qui faisait écho en fait au temps dans lequel nous vivons, qui est quelle est la place finalement de l'héritage dans la création que nous avons sur le continent en fait. Donc je pense que pour se visibiliser déjà, il faut comprendre l'ère du temps. Il faut comprendre ce que les gens subissent en fait ou ont comme point de douleur. Et ça, ce sont des mécanismes ensuite de communication qu'on peut mettre en place pour valoriser ce qui fait notre différence par rapport au courant ou par rapport au marché et pourquoi on a cette posture-là. Mais une posture, il faut l'avoir de façon très forte. Il ne faut pas l'avoir de façon timide. Et je prends encore l'exemple d'Iman parce qu'il ne s'est pas gêné de dire que voilà, le wax, par exemple, tue les textiles africains. Donc, il avait une position quand même assez très tranchée par rapport à sa posture, sa vision qu'il a racontée à travers des collections, ce qui lui a valu aussi de rentrer dans le calendrier, d'être invité au calendrier officiel de la haute couture et d'être le premier du continent africain à l'être, en fait. C'est aujourd'hui le calendrier de la haute couture en France. Il y a beaucoup de grandes marques, par exemple, qui n'y sont pas invitées. Et c'est cet ancrage-là au métier d'art qui lui ont permis de pouvoir être vraiment l'ambassadeur des savoir-faire africains dans un milieu de la mode qui est saturé, par exemple. Donc, voilà, prendre en gros, aller à contre-courant et C'est assumer ça, sa c'est ça. particularité ou ses combats. La deuxième question est, Ou comprendre les problématiques de son temps et proposer des solutions tranchées, en fait.
Hmm, très bien. Deuxième question est liée à la perception des univers culturels. Comment développer son business à l'international si l'héritage et les codes culturels que revêtent les créations sont trop peu connus, donc potentiellement difficilement reconnaissables par le grand public? Bon, la question est liée au Mais branding, hein. c'est tout l'exercice du branding, en fait. C'est de dire comment est-ce qu'on raconte aux gens qui n'ont pas encore découvert quelque chose de nouveau. Et c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les consommateurs cherchent des choses rares. Parce que je Super. suis désolée, bon, ça c'est mon avis personnel. Les sacs Louis Vuitton, ce n'est plus un produit rare. Je suis désolée. Donc, si je suis un consommateur qui aime les belles choses, je ne veux pas ça. Donc, D'accord. c'est une opportunité pour tous ceux qui n'ont pas encore montré leur savoir-faire de montrer des choses qui sont rares parce que un consommateur qui est intéressé par une forme de singularité, qui n'achète pas pour valoriser un statut, et on le voit maintenant dans les rituels de consommation, c'est qu'il y a des consommateurs qui sont matures. Donc, ils n'achètent plus pour dire, ah, j'ai réussi. Et Hmm, qui ne vont pas acheter pour montrer aux autres. Ils vont acheter quelque chose qui a du sens, qui est rare dans le fait qu'on ne va pas en trouver 10 000 en fait. Donc pour moi, c'est ça la zone d'opportunité pour les marques africaines de demain. Parce que les sacs AAKS dont je parle, la distribution, même si je peux vous dire que oui, elle a 200 points de vente dans le monde, elle n'a pas la distribution d'un Louis Vuitton, quoi. Elle est beaucoup moins distribuée et beaucoup moins vue qu'un Louis Vuitton. Donc, in hmm. fine, pour moi, c'est un sac qui a plus sa place et qu'il faut continuer à raconter son histoire pour qu'elle conquiert son audience, en fait. Donc, il ne faut pas voir le fait que les gens ne sont pas habitués à la culture africaine, les gens ne l'ont pas encore vue, ils ne vont pas la reconnaître. Mais c'est là tout l'exercice. Sinon, il n'y aurait pas d'exercice. Sinon, il n'y aurait même pas d'opportunité. Exactement. Très clair. Troisième question, l'équilibre entre authenticité et modernité. Comment puis-je valoriser mes créations avec des éléments de design inspirés des cultures africaines sans toutefois tomber dans l'appropriation culturelle? Alors, moi, je pense que l'appropriation culturelle, par exemple, c'est quand on fait quelque chose qui est inspiré de quelqu'un sans impliquer la personne et sans lui donner une rétribution. Donc, si on fait le chemin que moi je propose depuis ce matin, qui est, si on identifie par exemple un petit village au nord du Bénin qui sait faire des choses, bah, ce n'est pas de les écarter de ça, en fait, c'est de les inclure. Et si on les inclut et qu'on les accompagne, par exemple, à faire des meilleures finitions, à faire des meilleures photos, à raconter leur histoire, à faciliter leur présence en ligne et à raconter d'où ils viennent, je ne vois pas à quel moment on est dans l'appropriation culturelle. Maintenant, est-ce qu'on va s'inspirer de faire avec ce qu'ils ont créé sans les citer et sans les impliquer, bah, à ce moment-là, il y a un problème. Et je pense qu'à partir du moment où on est ancré sur un territoire et qu'on fait cette démarche-là d'aller vers les peuples qui sont parfois isolés dans nos villages pour les accompagner à valoriser qui ils sont et comment ils font les choses, on ne peut pas, c'est exactement ça la modernité, et on ne peut pas être dans l'appropriation si on fait ce parcours-là, en fait. Je vais peut-être creuser la question. Je ne suis pas sûre parce qu'on ne sait pas forcément qui pose des questions. Est-ce que tu as la même réponse si c'est quelqu'un de non-africain qui a posé cette question? Oui, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, le procès qu'on fait aux grandes marques en disant oui, c'est l'appropriation culturelle, je suis désolée, bah, les peuples africains eux-mêmes ne s'intéressent pas à leur propre culture. Donc si je m'appelle Chanel, je viens à Dakar, je vais rencontrer les artisans, j'échange avec eux, je les valorise, je les cite, bah, je fais le boulot. On ne peut pas m'accuser d'appropriation culturelle parce que en gros, je valorise en fait, c'est de la valorisation culturelle. Donc je trouve que le procès qui est fait à ceux qui font ce travail-là en disant oui, c'est parce que c'est une grande maison, donc du coup, ils vont mal payer les artisans, mais ils payent les artisans, la contribution des artisans dans la chaîne de valeur du produit. Donc, à un moment, ça nous dit à nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Pourquoi c'est à eux de venir faire ce travail? Pourquoi on ne fait pas ce travail? Et ça nous remet plutôt nous en cause. Donc, je pense que ça envoie la balle dans notre camp, ça nous montre des zones d'opportunité et ça nous dit, bah, ça que vous ne considérez pas, vous dites que oui, c'est des villageois dans le... ils vont rien apporter à la vision du pays, bah, ça nous intéresse. Et c'est à nous, les Africains de ces territoires-là, d'aller dans nos villages, de rencontrer nos grands-parents, de voir les artisans qui travaillent, de documenter leur travail, de valoriser leur travail, de montrer leur travail à travers les réseaux sociaux ou à travers des pop-up internationaux. C'est notre travail. Et si on ne le fait pas et que, je sais pas, une grande marque internationale le fait, moi, je n'ai pas de complexe avec les marques internationales. Je trouve plutôt qu'elles me montrent peut-être parfois le chemin que je n'ai pas les moyens d'identifier. Et c'est à nous de prendre le relais derrière. Comment hacker ce chemin-là?
Très clair. Eh bien, justement, en parlant de hacking, la prochaine question est sur l'expansion internationale dans les métiers d'art. Dans le domaine des métiers d'art, quelle stratégie de distribution recommandez-vous pour une marque qui émerge localement et dont la vision est de conquérir les marchés internationaux? Alors, je recommande vraiment fortement aux marques africaines en général de penser développement local d'abord, parce que c'est très compliqué de réussir à l'international si on n'a pas les fondations localement, en fait. Et quand je dis localement, c'est de dire que si, par exemple, on a identifié quelque chose de rare en Côte d'Ivoire, au lieu de vouloir tout de suite aller faire un pop-up à Paris, on fait d'abord une présentation en Côte d'Ivoire. On peut essayer de voir dans les autres marchés voisins comment est-ce qu'on peut présenter ce produit là-bas. Et peut-être si on utilise Paris, on l'utilise à un moment très stratégique parce que Paris, on ne va pas forcément trouver son consommateur, mais ça va nous donner une certaine image et ça va peut-être changer la perception de ce qu'on aura de nous. Mais de dire que toute la stratégie de la marque, ce sera de vendre à l'international, je ne pense que ce n'est pas le bon chemin. Je pense que si on a une entreprise locale qui est bien ancrée, qui est solide, elle a encore plus de chances de réussir à l'international parce que l'international, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement risqué et on est sur des marchés ultra saturés, en fait. Donc, il faut y aller. Si on a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens, on y va en premier. Mais je pense qu'il faut d'abord réussir localement à trouver son marché, à trouver son audience. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se connecter au reste du monde, en fait, sans partir de chez lui. Et je prends l'exemple de AAKS encore une fois de plus, c'est qu'elle n'a pas de bureau à Paris, en fait. Hmm. Tout est à Koumassi, en fait. Et depuis Koumassi, elle a un site Internet qui lui permet de livrer en 48 heures à Paris. Très clair. Très bien. Question 5. C'est par rapport à la gestion du passage à échelle. Quelles sont les étapes pour passer d'une production artisanale à une production à plus grande échelle? Comment bien gérer cette transition tout en conservant l'authenticité de ses œuvres? Je n'ai pas encore la réponse, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est de dire que comment on va passer de la petite édition à la petite manufacture. Je pense que c'est ça l'équation de notre temps. De dire que ceux qui vont réussir à trouver la réponse seront peut-être les futurs LVMH de demain. Parce que tout l'enjeu, il est là, en fait. C'est de dire comment on va accompagner des ateliers qui font 10 pièces à faire 1000 pièces, mais en restant authentique. Donc, déjà, pour être authentique, il faut raconter une histoire singulière. Et cette histoire singulière-là, c'est dans la construction de la marque. Donc, il faut déjà construire la marque sur des bases solides. Ces bases-là, c'est quoi? C'est quelle est notre vision? Comment est-ce qu'on veut développer cette vision? Si notre vision, par exemple, c'est d'accompagner les territoires d'ennoblisseurs béninois à créer plus régulièrement et à trouver un marché, moi, je ne vois pas forcément de frein à ce que demain, ces territoires qui faisaient hier 100 pièces, dans 2, 3 ans, fassent 1000 pièces. On racontera toujours la même histoire. On racontera toujours les mêmes artisans. Maintenant, l'équation qui rentre en jeu, c'est certainement la formation. Parce que si on veut passer à l'échelle, il faut qu'on ait formé les gens. Parce que dans certains villages, aujourd'hui, sur certains savoir-faire, on va avoir 4, 5 personnes. Comment on fait pour intéresser la nouvelle génération à se former et comment est-ce que la transmission s'opère entre les anciens et les jeunes? C'est ça l'enjeu, en fait. Donc, on a testé, nous, sur un projet au Cameroun et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que des fois, tout n'est pas entre les mains de l'entrepreneur. C'est aussi les institutions, les États, le cadre favorable. Si on veut industrialiser ou si on veut passer à la petite échelle, bah, il faut plus d'électricité, il faut des gens plus formés. Et si on n'a pas de politique incitative de nos gouvernements, parfois, c'est des équations compliquées. Et c'est pour ça que nous aussi, on est dans ce plaidoyer d'accompagner les gouvernements à penser les meilleures solutions pour soutenir les industries créatives, parce qu'on ne peut pas demander aux entrepreneurs de tout faire. Je pense Exact. que les entrepreneurs peuvent faire la partie création, storytelling, contrôle qualité pour dire voilà ce que les marchés internationaux demandent en termes de standards. Maintenant, quel est le coup de pouce qui leur permet de grandir leurs capacités? Il faut du renforcement de capacité, quoi. Et ça passe par la formation et les investissements.
Donc, je n'ai pas encore la réponse absolue à cette question et j'y travaille en fait. Donc, ceux qui posent la question, s'ils ont envie de travailler avec moi là-dessus, vous êtes la bienvenue vraiment. Ah, très bien. Non, mais de toute façon, il y a pas de mal à ne pas avoir les réponses. C'est justement ça, le fait de Ouais, savoir sur quoi tu tends pour les prochaines, c'est les ça. prochaines. Super. Justement, tu as soulevé une question sur les politiques, l'État ou les agences, voilà, les politiques de soutien aux acteurs locaux. C'est la prochaine question. Quels sont les principaux financements ou soutiens disponibles en Afrique pour aider les petits producteurs artisanaux? Et malheureusement, aujourd'hui, les grands fonds qui se structurent ne pensent pas petits acteurs artisanaux. Et je me suis pris la claque dans une interview RFI avec quelqu'un dont je tairai le nom. On était justement en train de parler de la vision de ce fonds d'investissement qui se structurait. Et la réponse qui a été donnée par voilà, cette personne qui est habituée des investissements, c'était, on n'est pas la Croix-Rouge, on ne s'occupe pas des artisans. Donc, ça c'est vraiment, moi, ça me tue parce que je dis, bah, si vous n'avez pas compris que la valeur est entre les mains des artisans, bah, vous n'avez même pas compris en fait ce qu'on essaye de faire. Maintenant, il y a quelques initiatives, comme l'initiative par exemple de Afreximbank qui s'appelle Canex. Ça n'accompagne pas directement les artisans, ça accompagne plutôt les marques. Donc, Canex, par exemple, la vision, c'est d'identifier des marques qu'on peut accompagner sur les plateformes internationales à travers les salons. Maintenant, je pense que pour les marques qui y vont, il faut aussi avoir une stratégie. Il ne faut pas toujours être la stratégie, l'outil de la stratégie des uns et des autres. Il faut avoir une marque avec des fondations solides et avoir sa propre stratégie. Donc, je peux citer Canex, par exemple. Ici, au Nigeria, où je suis, on a un programme qui s'appelle Lagos X Paris, qui est un programme, en fait, qui est porté par le ministère des Affaires étrangères français à travers Création Africa et qui accompagne des designers, une fois de plus, ce n'est pas encore les artisans, qui accompagne les designers à renforcer leur capacité de structuration et ensuite les accompagne aussi avec une petite bourse à développer faire des acquisitions de matériel ou développer leur image de marque, en fait. Donc ça, c'est les initiatives dont je suis le plus proche. Et tout à travers l'Afrique, il y a c'est Création Africa, ça s'appelle. Ce programme est déployé dans plusieurs pays. Là, j'ai ouï dire aussi que au niveau du Bénin, il y a un fonds qui a été mis en place au sein de l'Agence de développement des arts et de la culture, qui s'appelle en fait le Fonds de développement des arts et de la culture. Donc, je crois que l'appel, la candidature est encore ouvert jusqu'au 28 février. Une fois de plus, est-ce que ça va toucher les artisans directement? Je ne sais pas. Mais ils ont mis dans l'appel à candidature que c'est accompagné à la création. Donc, je pense que après les conditions, il faut voir si certains artisans répondent aux conditions. Mais si elles ne le font pas, peut-être créer un petit consortium de plusieurs personnes qui peut se rattacher à une personne qui est un peu plus structurée pour monter un projet. Ça peut aussi être une solution. Au niveau du Bénin, toujours, il y a un autre programme qui s'appelle Fly. Mais une fois de plus, ce n'est pas les artisans, c'est les créateurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand focus sur les marques, les créateurs. Mais C'est je pense que ça. les institutions devraient aussi réfléchir l'amont de la chaîne, en fait. Parce que je trouve qu'ils sont trop en aval de la chaîne et qu'ils ne réfléchissent pas la chaîne de valeur. Et si on doit réfléchir chaîne de valeur, il faut remonter en amont. Et comme je vous dis, l'or est entre les mains des artisans. Donc, si on perd les artisans, on a perdu notre avantage compétitif, en fait. Donc, c'est où il y a l'or là aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est pas que les artisans finissent, que les quelques pièces encore qu'on peut faire finissent dans les musées et que le savoir-faire ne se transmette pas. L'idée, c'est de renforcer les capacités auprès des artisans en innovant dans la façon de créer, en les accompagnant à former, à transmettre pour que la génération d'après ne perde pas ça, en fait. Donc, c'est aussi peut-être l'exercice des entrepreneurs de dire quels sont les types de projets qui peuvent croiser les artisans et les designers et les créateurs pour justement valoriser les terroirs et valoriser les savoir-faire, quoi. Tout à fait. Et tu vois, en parlant d'artisans, la prochaine question est liée au métier de la vannerie et du tissage. Pour un Mhm. entrepreneur qui se lance dans ces métiers-là, quelles sont les astuces pour rester compétitif en tant que nouvelle ou petite marque et éviter de se faire avaler par les plus grandes marques ou pire, se faire voler ses créations? Ah, alors, déjà, peut-être la première chose, ne pas se faire voler ses créations. Il faut il faut développer une identité de marque qu'on appelle souvent dans les marques une signature singulière
Je vais encore reprendre l'exemple de Axe, parce que Axe, où elle fabrique au Ghana, il y a toute une communauté là-bas. Et il y a quelques années, la maison Louis V, qui est une maison qui a pignon sur rue, est allée dans cette communauté-là sourcer en fait des bases de sacs qu'ils ont fini en Italie. Donc on va dire que est-ce que c'est AKS qui les a mis sur le chemin de dire il y a de l'artisanat en vannerie ici avec des savoir-faire, venez, prenez les idées, ou est-ce qu'ils ont regardé dans un mood board, ils ont vu, ils ont recherché, ils ont dit, ah, c'est au Ghana, on va y aller, et puis la main-d'œuvre n'est pas très chère, et puis elle est intéressante. Quel était le chemin? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se prémunir de la concurrence? Pas vraiment. Tout ce qu'on peut faire, c'est développer une signature singulière parce que si on prend 10 sacs issus de la vannerie, on les met tous les uns devant les autres, on va reconnaître celui de AKS parce qu'elle a réussi à créer une signature singulière. Donc ça, c'est l'exercice de la création. Ne faites pas les produits que les autres ont déjà faits. Trouvez un moyen d'avoir une ADN de création qui est un peu différenciante. Donc ça aussi, c'est un exercice. Pour ceux qui ne sont peut-être pas formés à la création, il faut peut-être réfléchir à se former aux techniques de création pour pouvoir rajouter vraiment sa propre touche à soi, en fait, sur ce sac. Parce que si vous venez, vous faites le même sac que tout le monde fait, vous rajoutez juste un truc, bah, et que vous ne le marketez pas bien, le marketer bien, c'est quoi? C'est de faire des choses qu'on reconnaît juste à l'œil. Aujourd'hui, quand je vois une campagne de communication de AKS, je sais que c'est elle parce qu'elle a réussi à avoir sa touche. Et comment on fait ça? C'est quand on a vraiment, comme je vous disais encore une fois de plus, le branding, c'est ça. C'est qui est-ce qu'on est, quel est le marché dans lequel on opère, quel est le client qu'on cible et comment est-ce qu'on crée des collections qui racontent ça, que ce soit notre logo, nos visuels, nos vidéos. Comment est-ce qu'on montre cette singularité-là? C'est ça l'exercice du branding. Donc, je n'aurais pas forcément la réponse en disant qu'on peut se prémunir de la concurrence quand on est une petite marque. Bah, quand on est une petite marque, par exemple, il faut protéger ses créations. Et c'est ce que l'Adouma de la marque Max Sosa a fait il y a quelques années. Quand Zara l'a copié, bah, il a porté plainte et il a été dédommagé, quoi, tout simplement. Donc, pareil, c'est une marque africaine qui a 13 ans, qui est basée en Afrique du Sud, mais qui a commencé avec cette démarche en disant bah, tout ce qui est vraiment propriétaire, à partir du moment où on a, nous, fait quelque chose de singulier, on va le protéger. Voilà. Après, il y a des choses qu'on protège, d'autres choses qu'on ne protège pas, mais il faut Ah, faire cet exercice-là de protéger en fait son travail. très clair. Et toujours en lien avec ça, là, avec la question des métiers artisanaux, tu as une question sur la réglementation du textile en Afrique. Comment réussir à se démarquer dans le secteur des textiles en Afrique, sachant que la filière est encore largement informelle et très peu réglementée. Et je pense que ça touche un peu la question d'IP, s'il y a une notion d'IP derrière. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre cette notion de réglementer, Hmm. vu que le secteur est informel. Ce que je peux dire en tout cas, c'est aujourd'hui, il y a des textiles d'origine africaine avec des savoir-faire africains qui sont protégés. Donc, l'appellation est d'origine contrôlée. Par exemple, comme le Faso d'Anfani, ils ont mis en place un système d'authentification avec une sorte de code barre d'identification qui permet on ne peut appeler Faso d'Anfani que ce qui est fait chez eux. Ça, ils ont fait le travail de protection. Donc, ce travail de protection-là, c'est souvent aussi une initiative du gouvernement qui veut protéger l'appellation, en fait, de dire, voilà, on ne peut pas dire Kente ou on ne peut pas dire Faso d'Anfani si ce n'est pas fait d'une certaine façon. Et ce nom est protégé, on ne peut pas l'utiliser. Euh, euh, donc, je pense que où les artisans ne sont pas assez informés et ne sont pas assez alertes pour eux-mêmes protéger leur propriété intellectuelle, il faudrait que les territoires interviennent. Et quand je dis territoire, c'est à dire, par exemple, ces artisans-là sont forcément rattachés à une région qui elle-même est rattachée à un pays qui lui-même a une vision pour son patrimoine. Donc, ça pose aussi vraiment aussi la question au gouvernement, aux institutions, de dire quel est le travail que vous faites pour documenter le patrimoine, pour le valoriser et pour le protéger. Donc, peut-être dans un premier temps, les artisans peuvent s'organiser en coopérative, faire pression sur leur mairie. La mairie va faire pression sur la région va faire pression sur le gouvernement. Bon, il faut que dans nos pays, on commence à marcher avec les pieds, quoi, et qu'on arrête de marcher sur la tête. Donc, voilà, la balle est un peu aussi dans notre camp sur ce plan-là.
Et je pense qu'il y a des pays qui montrent l'exemple, comme par exemple, comme j'ai cité, le Burkina Faso aujourd'hui, qui a pris à cœur de protéger le faso famille, quoi. Oui, c'est très intéressant comme exemple. Je ne savais pas qu'ils avaient réussi à protéger ça, mais comme tu dis, l'initiative vient à la fois des artisans qui vont se regrouper en fêtière ou en collectivité, mais également les territoires qui vont faire l'exercice, les territoires, les C'est ça, États qui vont faire c'est ça, l'exercice de labelliser, de se protéger. Et il y c'est a ça. même, nous, au Voilà. Bénin, là, on a la production de l'indigo. On n'a pas eu le temps de visiter la dernière Mm. fois, mais il y a des productions locales comme ça qui peuvent être Il faut labelliser parce que la labellisation permet de protéger. Et après, si ça, l'appellation devient d'origine contrôlée, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui vont s'amuser à copier s'exposent à des conséquences juridiques, quoi. C'est ça. Peut-être une dernière question, et c'est une question ouverture en même temps, c'est lié à la viabilisation de l'industrie culturelle en Afrique. Le modèle de développement des industries culturelles observé ailleurs peut-il être transposé en Afrique où la culture est davantage vue comme un symbole que comme un produit commercial? Alors, je vais prendre l'exemple d'un pays que je connais bien, qui est l'exemple de la France. Et je vais peut-être faire aussi un rappel historique de dire que la France, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est créée avec une intention, avec une stratégie et avec une vision. Et c'était la vision du roi Soleil, déjà. C'est pas il y a hier 100 ans, hein. La vision du roi Soleil avec son chef Colbert avait voulu que la France soit un pays où on trouve les choses les plus belles du monde. Donc, ils sont partis dans une vision de créer des manufactures. Donc, si vous tapez par exemple manufacture française en ligne, vous allez voir toutes les manufactures. Une grande majorité d'entre elles ont été créées il y a plus de 300 ans. Et la vision de ces manufactures-là, c'était justement d'apprendre à faire les belles choses déjà, à créer un modèle économique autour de ces belles choses-là et à permettre à tous ceux qui viennent en France de partir avec un bout de la France, selon eux. Et ce bout de la France aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans les entreprises du patrimoine vivant, dans tous les secteurs. Donc, ça va du secteur hôtelier à, euh, à la gastronomie. Donc, quand on voit, par exemple, les grandes chaînes d'hôtels français, bah, généralement, dans ces hôtels-là, ils vont valoriser les artisanats de France, avec justement toujours la vision du savoir-vivre à la française. Donc, comment est-ce qu'on trouve un modèle économique qui permet de valoriser la culture et de ne pas seulement voir la culture comme un outil peut-être ne pas le voir juste sur le plan de l'entertainment, mais de le voir vraiment sur le plan de business viable qui peuvent permettre à des communautés de créer de la valeur et créer de la richesse pour le pays, bah, je pense que penser un peu cette dynamique-là, de dire qu'est-ce qu'on a d'exceptionnel dans nos pays, ces choses qu'on a d'exceptionnelles, comment on peut s'appuyer dessus pour créer les produits d'aujourd'hui qui vont aller sur les marchés de demain, ça peut être la réponse. Et c'est la réponse que moi je propose en tout cas à travers l'accompagnement des créateurs à devenir des marques de demain. Parce que devenir une marque, comme je le disais une fois de plus, c'est au-delà du produit. Ça intègre l'héritage, ça intègre le patrimoine et ça intègre la culture. Donc, comment est-ce qu'on peut se raconter en tant que pays africain aujourd'hui? C'est aussi à travers les produits qu'on crée. Et quand je dis produits qu'on crée, ça veut dire les entreprises qu'on crée pour créer ces produits. Parce que quand on regarde tous les domaines de la consommation, de tout ce qui régit notre quotidien, ce sont des marques. Ce sont des marques qui sont des industriels dans leur pays. Si on regarde les voitures, les téléphones, les ordinateurs, tous les secteurs véhiculent une façon de voir la vie selon certains gens qui se sont assis, ont réfléchi à une stratégie et on dit, on choisit notre domaine. Les Suisses, par exemple, ils ont dit, nous, on va être les meilleurs dans les montres. Et ils sont les meilleurs dans les montres. Qui a vraiment besoin d'une montre aujourd'hui? Mais vous savez qu'est-ce que ça représente comme industrie, l'industrie horlogère en Suisse aujourd'hui? Voilà, ça c'est un début de réponse. Maintenant, sur tout ce dont on a besoin, qui peut être le téléphone, les voitures, bah, même ce qu'on porte, bon, bah, pour rester dans mon domaine, la mode, les boucles, les bijoux, ce qu'on va utiliser pour s'entretenir, les produits cosmétiques, les parfums. Qui va créer tout ça pour l'Afrique? On va juste importer?
ce que les autres ont fait ou est-ce qu'on va mettre une stratégie en place pour que demain, quand l'Afrique aura un marché quand on sera 2 milliards d'Africains et qu'on sera l'un des plus gros marchés au monde après l'Inde et la Chine, que nous, on ne soit pas en train d'importer ce que les Chinois ont fait et ce que les Indiens ont fait. Voilà, c'est une grande question, je vais la laisser là. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que la réponse, clairement, c'est si on veut se poser la question de comment on industrialise et quel est le business model qu'on peut mettre en place, c'est autour de cette réponse-là, je pense. De qu'est-ce qu'on veut pour nous demain? Qu'est-ce qu'on va consommer demain? Et ces choses qu'on va consommer, elles viendront d'où? Elles viendront de chez nous ou elles seront importées? Ça répond largement à la question. Maintenant, quel modèle économique on va mettre en place? Quelle stratégie on va mettre en place? Je pense qu'on est les seuls au monde, on est vraiment les seuls au monde à pouvoir mettre en place des stratégies verticales intégrées. C'est-à-dire, on peut vivre sur le continent en ne dépendant de personne. Si on Mm. décide d'investir dans la recherche et le développement, donc si on décide d'investir dans l'innovation, on a les matières premières, on a l'héritage, on a les savoir-faire. Maintenant, il nous manque quoi? Bah, la formation et les champions nationaux. Et ça, il n'y a vraiment pas de secret. Il faut que ce soit une démarche réfléchie, que ce soit une stratégie avec des plans d'action, avec des moyens mobilisés pour le faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir à aller, en fait. Donc, ça répond à la question et ça laisse aussi une ouverture de réflexion pour chacun d'entre nous. Chers membres de la communauté, j'espère que vous avez beaucoup appris déjà de cette première vague de questions-réponses. Merci Nelly d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ce max de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en live maintenant dans le chat. On va en prendre une ou deux auxquelles Nelly va répondre. Je vais prendre juste peut-être 5 minutes pour répondre à une des questions qui revient souvent. OK, comment est-ce que je fais pour parler avec Nelly Wendy? La réponse est entourage. Nelly, pendant que je présente brièvement le partenariat entre Nelly et Entourage, je te laisse regarder dans le chat les questions et apporter des OK. premières éléments de réponse, mais tu répondras en live dans 5 minutes. Donc, pour juste ceux qui se posent la question, ceux qui, comme moi, ont beaucoup appris sur cette thématique et qui souhaiteraient échanger avec Nelly et se faire accompagner potentiellement sur la création de leur branding, de leur marque, pour transformer leurs produits en marque, justement, ben, la réponse est à travers Entourage. Nelly, comme plusieurs experts, aujourd'hui nous accorde en moyenne 1 à 2 heures par semaine pour accompagner les talents d'entourage. Et cet accompagnement se fait en 3 étapes. Lorsque vous souhaitez parler avec Nelly, vous réservez une session payante sur Entourage de 30 à 1 heure. Durant cette réservation, vous nous posez également, vous nous envoyez les questions que vous souhaitez poser à Nelly. On lui prépare une fiche à l'avance pour qu'elle puisse préparer la session, de telle sorte que lors du call, dès qu'elle rentre dans la session qui est chronométrée, elle répond automatiquement à vos réponses. Donc, elle vous apporte une feuille de route pratique pour que vous puissiez mettre en place les actions qu'elle vous aura conseillées. Et ensuite, dernière étape, mon équipe et moi-même, on vous assiste durant le passage à l'action pour que vous ne baissez pas les bras et que vous arriviez à mettre en pratique ces conseils. Donc, c'est en 3 étapes, réservation et posez vos questions. Vous vous connectez au call, vous avez les réponses à vos questions à travers une feuille de route. Et ensuite, pour ceux qui ont réservé des sessions d'accompagnement, automatiquement, vous serez assisté par l'équipe Entourage pour passer à l'action. La proposition de valeur, elle est très simple avec Entourage. Parlez avec Nelly sur Entourage en 1 heure et obtenez les réponses aux problèmes qui vous empêchent de dormir depuis des semaines. Ne restez pas seul dans votre coin. C'est ça. Ne restez pas seul dans votre coin à ruminer. Tout à l'heure, j'ai vu une question dans le chat d'une jeune femme qui a une marque qui se pose des questions. Ben, la réponse, elle peut l'avoir avec Nelly en réservant une session et en discutant avec elle. Vous pouvez toujours tenter de lui écrire sur LinkedIn comme plein de gens le font, mais son inbox est plein. Donc, le temps qu'elle va prendre pour répondre, je ne dis pas qu'elle ne répondra pas. Elle répondra brièvement et elle ne répondra pas en temps et en heure. Alors qu'avec Entourage, comme tous les experts, ils se sont engagés à nous dédier 1 heure à 2 heures par semaine pour répondre à vos questions et vous accompagner durant ces échanges one-to-one. Chez Nelly, pour ceux qui sont prêts à travailler à faire avancer leur projet. Elle nous consacre en moyenne 2 heures par semaine. C'est tous les jeudis de 9 heures à 11 heures GMT pour ceux qui sont prêts à échanger avec elle et qui veulent bénéficier de son accompagnement. Et on a un autre format pour ceux dont les projets sont encore balbutiants, qui se posent encore des questions, dont les projets ne sont pas encore mûrs et ne nécessitent pas forcément un échange en tête à tête. Il y a un format groupé qu'on fait toutes les premières semaines de chaque mois. C'est uniquement une session par mois. Et pour Nelly, c'est tous les premiers samedis de chaque mois à 10 heures GMT. Et enfin, comme je disais, c'est une offre tarifée aujourd'hui sur Entourage. Les experts jouent le jeu, les équipes d'entourage accompagnent également. Donc, pour ceux qui sont prêts et qui souhaitent avoir un échange one-to-one avec Nelly, en réservant une session d'1 heure, vous bénéficiez automatiquement de 15 minutes supplémentaires
pour échanger avec notre expert. Et vous avez automatiquement également 2 mois de suivi avec l'équipe d'entourage pour passer à l'action, pour être sûr que vous ne baissez pas les bras et que votre projet verra forcément le jour ou avancera. Et bien sûr, vous avez droit à un code promo spécial qu'on a mis en place avec Nelly sur les 2 prochains jours, Nelly 25, qui vous offre droit à 25% de réduction sur votre première session entourage avec Nelly. Et pour échanger avec elle, donc avec le code promo, ça vous revient à 150 euros au lieu de 200 euros l'heure. Ou pour ceux qui veulent une petite session de 30 minutes, ça vous revient à 90 euros au lieu de 120 euros l'heure. Et pour ceux parmi vous dont les projets ne sont pas encore prêts et qui veulent d'abord un format groupé, toujours le même code promo, ça vous revient à 56 euros, soit moins de 35 000 francs CFA pour passer à l'action. Voilà la réponse à la question que vous vous posez tous. Comment échanger, comment présenter votre projet à Nelly pour voir comment elle peut vous accompagner. C'est en réservant une session via Entourage. Et il y a le petit lien qui est dans le chat pour que vous allez sur sa page d'Entourage et réserver une session si et quand vous êtes prêt. Donc, Nelly, pendant qu'on laisse les gens qui sont intéressés réserver, et aussi, il y a un petit sondage qui va apparaître à l'écran hein, pour ceux qui souhaitent que l'équipe entourage les assiste dès lundi pour réserver. Il y a un petit sondage qui va apparaître à l'écran dans quelques instants pour que vous puissiez remplir le sondage. Et dès lundi, mes équipes et moi-même, on vous appelle pour vous assister et réserver votre session avec Nelly et bénéficier du code promo. Donc, pendant que vous remplissez le sondage, moi, j'ai une petite question pour toi, Nelly. Peut-être si tu peux donner quelques insights quel type de conseils notre communauté peut venir bénéficier auprès de toi? Quels sont les sujets qui peuvent être abordés lors d'un entretien tête-à-tête sur entourage avec toi? Je pense que le premier sujet, c'est déjà peut-être de déblayer les opportunités. S'il y a des entrepreneurs qui veulent entreprendre en créant un produit qui est ancré dans les traditions ou l'héritage, je pense déjà, c'est quel secteur est intéressant. Quel secteur a le potentiel de rapidement aller sur le marché et de convertir aussi en chiffre d'affaires un peu plus rapidement que lequel et coûte aussi moins cher. Ça, je pense que ça, c'est une première question déjà qu'on peut avoir souvent quand on a envie d'entreprendre. On ne sait pas forcément quel est le meilleur secteur. Est-ce que c'est mieux de lancer une marque cosmétique? Est-ce qu'on se sent plus en même de développer une marque d'accessoires? Ça, je pourrais apporter des éléments de réponse avec des exemples que je partagerai avec la personne qui voudrait savoir quel secteur. Et ensuite, Mm. comment construire la marque? Quelles sont les étapes pour construire la marque? Dans quel pays est-ce qu'on peut trouver quel savoir-faire? Quel pays serait intéressant pour peut-être s'ancrer pour commencer une activité de développement? Ça, c'est les éléments aussi que je peux donner à ceux qui sont encore en réflexion, qui ne savent pas, qui sont peut-être en train de réfléchir à aller sur le continent et développer quelque chose, mais ne savent pas vers quel pays se tourner. Et ensuite, si les idées sont déjà un peu plus mûres et qu'on veut passer vraiment à la phase de création de marque, bah, on peut le faire aussi, nous, l'accompagner déjà en essayant de comprendre quelle marque, comment, à quelle échéance. Et ensuite, on peut aussi faciliter comment dire, si quelqu'un a une question, par exemple, sur travailler avec un prestataire sur une question donnée, parce que moi, j'ai souvent vu aussi des marques dépenser des sommes folles au départ, sans savoir si c'était les bons services, si c'était adapté, si ça allait vraiment faire la différence dans leur parcours et sur leur projet en particulier. Ça, ce sont les éléments que je pourrais accompagner en fait à rapidement valider. Si la personne est très claire sur ce qu'il est en train de vivre, bah, je peux trouver la solution, soit avec mes propres connaissances et mon expérience, soit aussi avec les autres personnes qui sont dans l'entourage, qui peuvent accompagner à répondre, quoi. Donc, que ce soit les pays, de dire est-ce que le Nigeria est un pays intéressant, par exemple, pour entreprendre aujourd'hui dans les secteurs créatifs, c'est des réponses où je pourrais voilà, accompagner à comprendre, quoi, à comprendre l'écosystème local, comprendre les acteurs locaux et guider un peu celui qui est intéressé peut-être par le Nigeria et les industries créatives ici. Et pareil pour pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, parce que en toutes ces années, en tout cas dans ce secteur-là, les 150 créateurs et marques qu'on a accompagnés venaient vraiment du continent de façon globale, quoi. Donc, c'est quand même près de 22 pays qui sont représentés dans notre portefeuille de marques, en partant du Maghreb, le sud de l'Afrique, l'Afrique australe en tout cas de façon globale, l'Afrique de l'Ouest.
Peut-être un peu moins l'Afrique de l'Est, mais on a quand même des points de contact dans ces zones-là aussi sur les secteurs comme la mode, le design, les métiers d'art, donc tout ce qui va toucher à l'artisanat d'art, les cosmétiques aussi, et parfois les produits lifestyle en fonction des catégories des produits lifestyle qui sont d'intérêt pour la personne, quoi. Très clair. Et donc, typiquement, tu vois, dans la session entourage, ça peut également être l'occasion d'avoir un diagnostic sur comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut passer d'un produit, d'un projet produit à un projet marque. Même si je C'est ça, comprends que ça, c'est un travail qui prend plus de temps avec l'agence, mais au moins, on peut avoir des éléments de diagnostic c'est et en ça, fonction c'est du ça, budget de la personne en face de toi, soit c'est elle-même qui mettra en place les petits conseils que tu lui c'est donneras ça, via, ou soit elle passe avec l'agence nous, derrière pour se faire c'est ça. On accompagner. peut les accompagner, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Très clair. Le sondage est encore là pendant 1 minute avant qu'on passe à la prochaine, à la fin de la masterclass. Donc, n'hésitez pas à remplir ce sondage si vous souhaitez être appelé lundi par les équipes pour qu'on vous assiste pour réserver une session avec Nelly. Peut-être une deuxième question pour toi, Nelly. Quels sont les challenges actuels dans le secteur des ICC? De quoi tu aimes parler? Parce que moi, j'aime beaucoup dire à la communauté, on vient prendre des experts, on vient puiser Mhm. des experts, mais on aimerait aussi savoir qu'est-ce qui préoccupe les experts pour qu'on peut-être que nous aussi, à notre propre échelle, on a des éléments de réponse ou des Oui, cas d'étude. oui, Voilà. De quoi tu aimes oui. parler? Bah, le cœur de ce qui m'occupe en ce moment, c'est vraiment la formation. De dire quel est le modèle qu'on peut trouver pour simplifier la formation, pour rendre la connaissance le plus accessible possible à tous ceux qui ont envie d'entreprendre dans ce secteur. C'est-à-dire notamment, si on veut lancer une marque, qu'est-ce qu'une marque déjà? Juste Mhm. former les gens à cette notion. Comment développer une marque? Ça peut être encore l'objet d'une formation. Donc ça, c'est vraiment les sujets qui nous préoccupent. Tous les programmes sur lesquels nous participons aujourd'hui, ce sont ces programmes-là. C'est des programmes de formation, en fait. De dire, on voit dans l'écosystème qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont autodidactes, qui sont en reconversion, donc qui quittent un secteur pour venir vers le secteur créatif et qui parfois Mhm. ne comprennent pas les dynamiques d'écosystème, qui ne comprennent pas les modèles économiques. Hier encore, j'ai échangé avec un designer qui ne savait pas calculer en fait le prix de son produit parce qu'il Mhm. n'intégrait pas les notions de coût de production, de charges fixes, charges variables, de taxes Ouais. locales, de taxes internationales. Donc, tous ces enjeux en fait de formation déjà à la compréhension sectorielle sont vraiment les enjeux qui nous préoccupent et c'est aussi un peu pour ça qu'on a lancé, qu'on est en train de lancer l'académie. Et l'idée dans l'académie, voilà, c'est d'agréger en fait des experts sectoriels sur des questions clés, quoi. Par exemple, la question de la logistique. Comment est-ce qu'on gère la logistique de son produit si on est basé c'est une des questions d'ailleurs qui est dans le chat. Si on est Oui, basé voilà. si on est basé au Bénin, comment on fait pour distribuer dans le monde entier? Ouais, ça, c'est une vraie question. Moi, je peux avoir Ouais. des éléments de réponse, mais il faudrait des spécialistes en fait de la logistique qui puissent répondre sur les typologies de produits aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand on est spécialiste de la logistique et qu'on pratique la logistique tous les jours, on connaît les documents douaniers, on connaît aussi les zones franches, entre guillemets, de dire, voilà, si on est au Bénin, est-ce que le Bénin fait partie des pays qui sont dans l'accord AGOA? Est-ce que ça permet au Bénin d'exporter certains produits issus de l'artisanat gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de taxes douanières à l'importation? Ça, c'est des indications que moi, je pourrais donner. Mais in fine, pour accompagner tout l'écosystème, il faut des experts logisticiens spécialisés. Et ces questions-là, je viens juste de parler de la question de la logistique, mais il y a la question du financement. Comment est-ce qu'on se Mhm. prépare à être finançable quand on est une marque créative? Il faudrait des experts qui ont l'habitude de faire des due diligence de dossiers de financement pour pouvoir dire aux marques, bah, voici comment tu présentes ton projet pour qu'il soit finançable, par exemple. Donc vraiment, cette question de la formation qui peut avoir une approche, on va dire, à 20% théorique, mais à 80% pratique, pour vraiment renforcer les capacités du secteur, ce sont les questions qui me préoccupent aujourd'hui, qui sont au cœur de ma démarche. Et après, il y a la grande question du financement, de comment est-ce qu'on structure le financement pour qu'il serve l'écosystème et qu'il serve la chaîne de valeur, qu'on ne finance pas juste de façon un peu pas réfléchie, de dire, moi je vois aujourd'hui les grands investissements qui ont été faits au Bénin au niveau du textile, par exemple, de dire comment on peut créer
des secteurs qui se mettent en collectif, c'est-à-dire dans le milieu de Mhm. la mode, comment est-ce qu'on peut accompagner les marques qui cherchent la production à se greffer à un centre de production comme celui de la GDIZ, par exemple. Ça, c'est vraiment les questions qui me préoccupent, en fait. Comme je vous dis, c'est vraiment toutes les notions d'éducation, de tout ce qui tourne autour de l'éducation, de toute la vision de comment est-ce qu'on peut rendre la collaboration plus effective en fédérant les communautés, de dire, voilà, Mhm. tel expert connaît telle communauté, donc du coup, cette communauté-là, en se rencontrant à travers un collectif, va permettre d'aller plus vite dans la réponse à une problématique. C'est ce à quoi, c'est ce qui m'occupe, quoi. C'est pour ça aussi être greffé à des écosystèmes d'entrepreneuriat qui ont peut-être aussi déjà trouvé des solutions dans d'autres secteurs qui peuvent être bénéfiques dans le secteur créatif. C'est ce que je tente de faire aussi à travers mes différentes actions, quoi. Super. Non, très enrichissant. Je pense que la communauté a bien compris ce qu'elle peut gagner en échangeant avec toi et ce qu'elle peut apporter également dans les réflexions que tu mènes. Donc, le sondage est là pour les dernières personnes. Merci de le remplir. Et on arrive à bout, hein, au bout de la masterclass. Donc, je rappelle juste pour ceux qui souhaitent échanger avec Nelly Mondi sur les différentes thématiques qu'on a abordées, qui souhaitent creuser un petit peu plus cette notion-là, vous avez le lien dans le chat. Et sinon, pour ceux qui ont rempli le sondage dès le lundi, on vous appelle pour vous assister. Et je montre la personne qui prendra ta place samedi prochain, Nelly, en avant-première. Donc, c'est la masterclass qui va être animée par Isadora Bigourdan, ex-CEO de Digital Africa, l'initiative de l'AFD, et qui va donc animer une masterclass sur la thématique structurer et financer sa croissance en Afrique, les clés pour propulser votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans le chat en avant-première. Et si vous n'êtes pas intéressé, mais vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas également à lui partager le lien d'inscription à cette masterclass qui se tiendra samedi à la même heure avec Isadora Bigourdan. Donc, merci Nelly pour cette masterclass très enrichissante. On a un petit peu débordé, beaucoup débordé si ton temps. Merci, c'était super riche en informations, aussi bien pour les néophytes que pour les connaisseurs. Et voilà, on apprend tous les jours, on apprend tous les jours, toutes les semaines avec Entourage. Et on remercie les experts qui jouent le jeu. On te remercie pour ton temps d'avoir démocratisé l'accès à cette connaissance sur les ICC. Et voilà, j'invite tout un chacun à nous envoyer des petits cœurs, des petits pouces si vous avez bien aimé cette session. Et je te laisse le mot de la fin, Nelly. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour compléter? Merci à Entourage déjà pour avoir créé cette plateforme pour échanger avec les aspirants entrepreneurs, créateurs, ceux qui sont en transition euh, de ce rendez-vous ce matin. Et bah, je suis vraiment ravie d'avoir partagé, moi, ma passion pour cette vision de comment est-ce qu'on peut valoriser le patrimoine du continent. Je suis convaincue qu'on a toutes nos chances. Si on fait le boulot, en fait, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas juste qu'on se dise que notre culture est importante, que notre développement est possible. Il faudrait qu'on réussisse à mettre en place les projets qui permettent de transformer notre culture et trouver un modèle économique autour de notre culture. Et je pense que l'un des piliers des industries culturelles, c'est la partie créative. Et cette partie créative-là demande de l'innovation. Et l'innovation, comme je disais une fois de plus, c'est juste de changer de perspective, de se poser les questions différemment et d'être, comment dire, les Américains disent relevant pour notre Mhm. temps, de dire, voilà, d'être utile à notre temps, de dire les questions qu'on se pose, il faut que ça réponde à la croissance du continent. On ne le fait pas, on ne crée pas des marques par ego pour dire que oui, on a des marques africaines. Mhm. On ne crée pas des marques juste pour dire, voilà, on a des marques. On crée des marques pour créer des économies, pour créer de la valeur, pour permettre à nos communautés de continuer à exister et par ricochet, permettre à notre patrimoine de continuer à exister. Pas seulement dans les musées, parce que j'entends beaucoup qui sont à fond pour demander aux pièces qui auraient été volées de l'Afrique à être retournées en Afrique. En attendant que ces pièces-là arrivent, si elles reviennent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine? Qu'est-ce qu'on fait de la création? Comment est-ce qu'on accompagne la génération actuelle à se connecter à son ADN? Son ADN qui est finalement africaine. Ça veut dire quoi, ADN africaine? Ça veut dire quoi pour un Ouest africain? Ça veut dire quoi pour un Africain de l'Afrique australe? C'est vrai qu'on a découpé l'Afrique en petits, petits morceaux, mais je pense qu'au-delà de ça, on a des grandes communautés. On a les Ashanti, on a les Kosa, on a les Bamileke, on a des grandes zones comme ça qui nous rassemblent
Et c'est aussi cette vision que moi j'ai dans mon approche, c'est que voilà, je ne travaille pas que pour un pays, je tente toujours de fédérer, de croiser les chemins parce que les problématiques que nous avons en Afrique de l'Ouest, ce sont les mêmes problématiques qu'on retrouve en Afrique australe sur la question de la valorisation du patrimoine. Donc j'espère trouver en tout cas dans cette communauté des gens qui sont autant habités que moi par cette question-là, qui vont peut-être créer des marques pour demain. Et en tout cas, si besoin, entourage à créer la plateforme pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Vous n'allez pas dire, il n'y a pas, il y a personne qui peut me répondre. Ben, voilà, je me ferai toujours le plaisir de répondre aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer sur les secteurs créatifs. Et je vais peut-être compléter en disant que les secteurs sont peut-être ceux que j'ai cités, mais les métiers de la création sont beaucoup plus vastes que ça. J'aimerais pouvoir aussi voir émerger des techniciens, en fait, des marketeurs qui sont passionnés par le sujet, parce que c'est aussi là où il y a les opportunités. Parce que même pour accompagner tous les créateurs et les marques, bah, il va falloir plus de marketeurs, il va falloir plus de publicistes, il va falloir plus de graphistes. Et tout ça, Mhm. ce sont des opportunités, en fait, de marché pour ces nouveaux métiers qu'on apprend aussi sur le continent, qui sont les métiers du branding et de la communication. Donc, je suis très enthousiaste, en tout cas, quand il s'agit de l'avenir de l'Afrique sur cette question. Et j'espère trouver, voilà, à travers les entrepreneurs, des passionnés aussi qui vont se rapprocher de ce secteur et accompagner sa croissance, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Nelly. Merci à la chère communauté. J'espère que vous avez beaucoup appris avec nous. On remercie encore Nelly une dernière fois pour pour ce talk hyper inspirant et on te dit à très bientôt. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour apprendre encore sur Entourage. Passez un bon week-end et bon début de semaine à vous. Au revoir tout le monde. Merci infiniment. À très bientôt. À très bientôt.